sur les noctules. Je vais vraiment laisser le soin à Morgane, et qui va nous faire ça très bien, de présenter le pourquoi du comment, pourquoi ces espèces-là. Mais vraiment, il y a quelques années, Laurent Arthur nous avait présenté des sujets sur le plan climat et les noctules à Bourges. Et aujourd'hui, là, on voit le résultat. On est près d'une centaine cet après-midi réunis autour du sujet, auquel cas, on est vraiment sur l'actualité. Ça se veut vraiment un temps de partage d'informations. Il y aura donc des temps dédiés aux questions, vous pourrez mettre par le chat, ou si certains souhaitent par micro. L'après-midi va se découper en 3 temps, et on est donc ensemble jusqu'à 16 heures. Voilà. À l'issue, s'il y a d'autres choses, des besoins de transfert de documents, de questions, de suggestions, ça se veut, comme à chaque fois ça se fait dans le réseau Kiro, en working progress, en amélioration continue. Merci, et puis bon travail à tout le monde. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Morgane Boulet, donc je suis salariée à Picardie Nature. Et avant, je suis passée par le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, où j'ai travaillé sur les noctules dans le cadre de mon stage de Master 2. Et je suis originaire du Perche et de Loir-et-Cher. Ça expliquera certaines références que je vais faire aujourd'hui. D'abord, on peut commencer avec un petit sondage. Je voulais savoir le nombre de personnes qui sont novices totalement sur le sujet chauve-souris. Vous pouvez réagir avec les pouces, et on va pouvoir voir un petit peu. Ok, bon, quelques personnes sont novices. Alors. Donc, comme Sophie vous l'a expliqué, donc la présentation va se dérouler en plusieurs étapes. Je vais commencer par une étape un peu générale pour vous expliquer donc, quelles sont les données actuellement qu'on a sur les noctules, quel va être l'intérêt de rechercher les gîtes et de savoir ce qu'on va pouvoir faire de ces informations. Ensuite, je vous présenterai, après un temps d'échange, l'écologie des 2 espèces, donc noctule commune et noctule de l'Ester. L'objectif avec ces connaissances écologiques, ça va être de permettre à chacun, en fait, sur le terrain, après, de repérer les éléments qui sont les plus favorables à la recherche de gîtes. Parce qu'en fait, on a des connaissances actuellement sur les chauves-souris et sur les milieux qu'elles préfèrent. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. Donc, en sachant les éléments les plus favorables, ça permettra d'adapter aux régions et aux spécificités de chaque territoire. Et après, je vous présenterai, donc après un second temps d'échange, les protocoles qui peuvent être mis en place pour la recherche des noctules, que ce soit en milieu bâti ou en milieu arboré. S'il y a des problèmes techniques, il ne faut pas hésiter à écrire dans le chat et on pourra réagir. Pareil pour les questions, si vous avez des questions, on pourra avoir des prises de parole donc, pendant les temps d'échange, mais vous pouvez aussi écrire dans le chat les questions au fur et à mesure, et ça nous permettra après à Vicky de me les lire et qu'on puisse y répondre le mieux que possible. Donc, d'abord, concernant les noctules, donc quand on parle des noctules, on parle de 3 espèces, donc la grande noctule, la noctule de l'Ester et la noctule commune. Aujourd'hui, je vais mettre de côté la grande noctule parce que c'est une espèce pour laquelle on a encore moins de connaissances et voilà, je ne suis pas assez calée sur cette espèce pour pouvoir en parler. Donc, on va se focaliser sur la noctule de l'Ester et la noctule commune. Ce qu'on peut dire sur ce groupe d'espèces, c'est que ce sont des espèces de haut vol. Elles sont caractérisées par le pelage roussâtre que vous pouvez voir à l'écran, même si la noctule de l'Ester est un petit peu plus sombre. Donc, je vais commencer par des références. Alors, il y aura à chaque fois des références au niveau Picardie et Hauts-de-France, et puis après, on élargira. Donc, concernant les connaissances sur la noctule de l'Ester en Picardie, là, vous avez à l'écran la carte qui est issue de la base de données de Picardie Nature, donc PicNat. Donc voilà, on a des données assez disparates sur la noctule de l'Ester. Il faut savoir que la plupart de ces données sont des données acoustiques, puisqu'en fait, on a très peu de gîtes la concernant. Voilà, le nombre de gîtes qui sont connus en Hauts-de-France, donc on a 3 gîtes arboricoles en Picardie, plus un gîte en bâti. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, on a donc 3 gîtes arboricoles. Pour la noctule commune, donc vous avez à nouveau la carte des données de PicNat. Donc là aussi, à chaque fois, ce sont des données essentiellement acoustiques. Et concernant le nombre de gîtes connus en Hauts-de-France, donc on a 4 gîtes au total et ce sont strictement que des gîtes arboricoles. Alors ça, c'est les cartes de répartition théorique donc à l'échelle française. Donc c'est des chauves-souris qu'on est censé pouvoir retrouver plus ou moins partout.
Donc, on se rend compte qu'il y a un véritable besoin de les rechercher et d'avoir davantage de connaissances à leur sujet pour pouvoir justement mieux les préserver. Alors, au niveau des statuts de ces espèces, donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les statuts, donc on a les statuts qui sont issus de la liste rouge des espèces menacées en France. Donc, pour la noctule commune et la noctule de l'Esler, on a des statuts qui sont assez défavorables puisque la noctule commune est considérée comme vulnérable, c'est-à-dire que c'est une espèce qui fait partie des espèces menacées, et la noctule de l'Esler qui est donc quasi menacée. Voilà, vous avez la petite légende concernant ces statuts de conservation. Donc, avec la catégorie menacée ici, où on retrouve la catégorie vulnérable de la noctule commune. Donc, concernant les menaces qui pèsent sur les noctules, il y a tout un panel de menaces que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce n'est pas hiérarchisé, il n'y a pas une menace qui est forcément plus importante que l'autre. Donc, concernant la destruction des gîtes, on va avoir le problème de l'exploitation forestière et la gestion des espaces verts, notamment des alignements d'arbres. Vous avez à l'écran un extrait d'un article qui est lié en fait à l'abattage de platanes. C'est une problématique qu'on retrouve assez régulièrement, des platanes qui vont être abattus alors qu'ils sont utilisés par des noctules, ce qui va créer en fait une perte de gîte importante. Souvent, ces abattages, ils ont lieu en hiver et donc en fait, on a des regroupements assez importants de noctules qui peuvent être dans les platanes. Alors, ça ne crée pas forcément une mortalité importante parce que généralement, les arbres sont abattus de manière à ce que la mortalité est assez réduite. Pour autant, il y a un dérangement qui est assez important, quelques individus qui meurent systématiquement. Ça demande ensuite une logistique très importante de la part des centres de soins et des chiroptérologues pour préserver au mieux les individus qui ont été dérangés. Et puis, il y a une perte de gîte qui est considérable. Là, vous avez à l'écran un cas d'un SOS de l'an dernier. C'était en Sologne avec une maternité de noctule commune qui a été découverte au moment de l'abattage d'un châtaignier. On était sur une charpentière qui a été coupée et vous avez l'entrée de gîte qui est représentée ici avec le cercle. Là aussi, il y avait eu de la mortalité puisque lorsque la branche est tombée, les individus se sont retrouvés au sol. Donc après, les femelles ont récupéré les jeunes. Pour autant, avec les tronçonneuses, il y a quand même eu des blessures létales pour une part des jeunes. Donc, si on agit en amont, on pourra détecter les gîtes et éviter d'avoir ce genre de découverte lorsqu'il est trop tard. Une autre des menaces qui pèsent sur les noctules, c'est donc le plan climat et la pose d'ITE, donc d'isolation thermique extérieure. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'idée, en fait, c'est de venir apposer directement sur les façades une nouvelle couche isolante. Ce qui fait que les interstices qui peuvent être utilisés par les chauves-souris, donc pas uniquement les noctules, on va aussi avoir pas mal de pipistrelles dans les bâtiments, vont se retrouver donc obturées. Et donc les chauves-souris, si elles sont dans les bâtiments, à ce moment-là, elles vont se retrouver enfermées. Donc c'est une mort qui est quand même plutôt longue. Et en plus de ça, il y a donc une destruction d'habitat et une perte de gîte pour les espèces anthropophiles. Voilà, ça c'est après la pose d'un ITE. Alors c'était dans un autre pays d'Europe, c'était pas en France. Pour autant, une colonie de noctules entière, de noctules communes, qui s'est retrouvée emmurée et enfermée. Une autre menace qui pèse sur les noctules, c'est donc l'implantation des parcs éoliens, puisque l'éolien va créer deux types de mortalité. Donc, il va y avoir une mortalité par barotraumatisme et une mortalité par collision directe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des individus qui vont directement entrer en contact avec les pales et qui vont mourir. Et puis, il va aussi y avoir une mortalité ou des blessures liées au différentiel de pression créé par la rotation des pales. Et il faut savoir que dans la plupart des pays d'Europe, les noctules font partie des 3 premières espèces qui sont retrouvées au pied des éoliennes. Voilà, juste une aparté sur l'éolien et sur pourquoi les noctules sont plutôt touchés par ce phénomène. Vous avez donc avec les flèches rouges les 3 espèces de noctules et donc le temps passé en altitude. Et donc, ce sont des espèces qui passent relativement beaucoup de temps en altitude à des hauteurs, à des hauteurs au niveau des éoliennes. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont davantage touchées. Une autre menace, ça va être la régression donc, des prairies et des territoires de chasse en général et donc la perte de proies potentielles. Pour ce qui est des prairies, ce n'est pas forcément le territoire de chasse qui est le plus utilisé par les noctules. Pour autant, ponctuellement, lorsqu'il y a des émergences d'insectes, c'est des territoires qu'elles affectionnent et qui donc sont une source alimentaire pour elles qui est assez importante.
Donc, avec ce changement des paysages, elles sont également touchées. Donc, au final, on a quand même une longue série de menaces qui pèsent sur les noctules et donc qui peuvent expliquer les dynamiques de population qu'on observe actuellement. Vous avez à l'écran les résultats de l'étude Vigikiro qui est menée par le Muséum national d'histoire naturelle. Pour la noctule commune, vous avez ici une régression de 88% des populations donc entre 2006 et 2018. Et pour la noctule de l'Esler, on a une diminution qui est pas hyper franche. Dans tous les cas, ce sont des données qui sont issues de l'acoustique. Il faut savoir aussi qu'il y a davantage de suivis acoustiques qui sont effectués. Donc, ces résultats sont à prendre de manière... il faudra revoir ces résultats dans le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une diminution, notamment pour la noctule commune, des populations. J'ai rappelé les caractéristiques des espèces. Donc, la noctule commune, c'est une espèce de grande taille. Vous avez l'envergure qui est indiquée ici. La noctule de l'Esler est un petit peu plus petite. Et ce sont des espèces qui ont tendance à se déplacer à environ une dizaine de kilomètres autour de leur gîte. Pour la noctule commune, ça peut aller plus loin, elle peut aller autour d'une vingtaine de kilomètres. Je ne l'ai pas précisé également, mais ce sont des espèces au moins partiellement migratrices, notamment pour les femelles qui vont se diriger vers l'Europe de l'Est pour la mise bas. Alors, on se rend compte maintenant qu'il y a des maternités qui existent en France, mais voilà, ce sont des espèces qui sont potentiellement très mobiles. Alors, une fois qu'on a vu toutes ces menaces et qu'on a vu que la dynamique des populations des noctules n'était pas hyper favorable, donc à quoi ça va bien pouvoir servir de chercher les gîtes? Donc, une fois qu'on a trouvé les gîtes, déjà, on va pouvoir protéger les arbres gîtes avec des marquages et ainsi, on va pouvoir éviter les coupes des arbres qui sont utilisés. On va pouvoir mettre en place des protocoles de coupe adaptés. Donc ça, c'est à droite un document qui avait été élaboré à la suite des coupes de platanes qui avaient eu lieu au niveau de Strasbourg et une paire de noctules qui avait été importante. Et à gauche, vous avez donc un protocole de coupe qui peut être utilisé. Notamment, on va privilégier deux types de coupes pour les arbres. Ça va être soit un protocole de coupe par rétention, c'est-à-dire que les branches qui sont susceptibles d'être utilisées par les chauves-souris ou qui sont utilisées vont être descendues progressivement, c'est-à-dire que voilà, on va attacher la branche qui est utilisée par les chauves-souris, on va boucher le trou et on va la descendre doucement au sol. On laissera ensuite les chauves-souris le temps de repartir une fois qu'on aura débouché. Et puis une autre possibilité, ça va être d'abattre les arbres d'un coup et on va utiliser le feuillage et le branchage en fait, qui va amortir la chute. Et donc dans ce cas-là, on aura aussi moins de mortalité. Le protocole de coupe directe, il va falloir l'utiliser, mais sur un sol qui va être plutôt souple, parce que sinon le choc sera trop important et risquera de tuer des individus. Donc, quand on connaît les gîtes, on peut aussi avoir des calendriers d'intervention qui sont plus favorables, notamment pour l'entretien et la coupe des arbres. Donc, on va plutôt privilégier la période de septembre-octobre. Mais ça va aussi permettre de caler les travaux de rénovation en bâti pour... Okay. Donc, on va pouvoir avoir des calendriers d'intervention qui vont être adaptés, donc que ce soit pour la coupe et l'entretien des arbres ou pour les interventions sur les bâtiments qui sont utilisés par les chauves-souris. On va pouvoir aussi donc, arrêter les éoliennes ou ajuster les mesures de bridage lorsqu'on est à proximité d'un gîte notamment. Et on va pouvoir aussi définir donc, des zones à fort enjeu. Ça va nous permettre donc d'avoir davantage de données pour, par exemple, l'implantation des parcs éoliens ou la gestion des milieux environnant les gîtes de noctules. On va pouvoir aussi conserver donc, les gîtes lors des rénovations. Vous avez à l'écran un gîte qui était utilisé par des chauves-souris, donc c'était sur un bâtiment collectif et qui a pu être conservé en concertation avec le bailleur. Ils ont décidé que l'interstice qui est ici et qui est utilisé par les chauves-souris allait donc être laissé comme tel après les travaux. Et donc là, le travail qu'on met en place, c'est donc d'adapter le calendrier des interventions pour gêner le moins possible les chauves-souris dans leur cycle de vie. Et puis donc, on va aussi faire attention à ce qu'elles ne soient pas dérangées pendant les travaux, puisque même si l'interstice reste en place, il peut y avoir une gêne pendant les travaux. Donc voilà, on adapte le calendrier des interventions quand on a connaissance de ces gîtes. On va pouvoir aussi venir installer des gîtes artificiels lors des rénovations thermiques lorsqu'il n'y a pas possibilité de conserver les interstices favorables. Là, vous avez à l'écran un gîte artificiel qui a été posé sur l'IUT de Bourges, et donc qui a été recolonisé très rapidement par la noctule commune.
Et puis, de manière générale, ça va nous permettre de faire avancer les connaissances, que ce soit à une échelle locale, puisque les noctules ont une utilisation de l'habitat qui est assez variable en fonction des régions. C'est ce qui ressort de la bibliographie. Donc, en fait, on pourrait faire une étude de l'utilisation des habitats pour chaque région. Donc, avec les connaissances de ces gîtes et des individus, on va pouvoir avoir davantage de connaissances. On va pouvoir aussi avoir une idée de la migration qu'elles peuvent effectuer, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a des colonies de maternité qui se retrouvent en France, alors qu'on ne pensait pas que c'était le cas il y a encore quelques années. Donc, ça va nous permettre vraiment de pouvoir suivre ces migrations. Et puis, on va également pouvoir étudier la sensibilité de ces espèces au changement climatique. Une des possibilités, par exemple, pour le fait qu'on retrouve des maternités actuellement en France, donc il y a une pression d'observation qui est plus grande, et puis il y a aussi potentiellement une adaptation au changement climatique par les noctules. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Ok. Claire? Un petit peu le temps. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Je ne sais pas si la possibilité d'activer son micro est activée. Oui, okay. Est-ce que c'est clair et est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que je n'ai pas été assez bon pour certains? Moi aussi, je peux rapprocher encore un peu le micro parce que apparemment, ce n'est pas parfait. Donc, ce qui est en train de dire donc Sophie dans la salle, c'est que effectivement, le protocole de rétention, c'est un protocole qui est assez lourd, puisqu'on va mettre globalement une journée pour un arbre. Donc, il faut y avoir vraiment une étude qui a été faite en amont pour ne pas mettre en place ce protocole de rétention pour rien et donc vraiment avoir conscience des enjeux. Donc, c'est le genre de choses qui doivent être travaillées le plus en amont possible avec les chiroptérologues. Une question sur le chat de Pierre. Pour la laisselère, quelle proportion entre boisement et urbain? C'est une bonne question. Globalement, ce sont des espèces initialement qui sont arboricoles. Elles se sont installées dans les bâtiments, c'était purement de l'opportunisme. On saura. Je ne sais pas, c'est vrai que dans un an, je vous renverrai un questionnaire pour voir si après cette présentation, vous avez tous recherché les noctules et si vous en avez trouvé plein en milieu bâti. Mais pour l'instant, donc il y en a un en Picardie. Moi, j'en ai connaissance d'un, pareil, en région centre. Davantage de connaissances sur la noctule commune en milieu bâti en région centre. Globalement, c'est tout. Je continue. Donc, concernant l'écologie des noctules, ce que je viens de plus ou moins dire, donc c'est des espèces qui peuvent être anthropophiles et arboricoles. Initialement, ce sont des espèces qui sont arboricoles, et ce, tout au long de l'année, ce n'est pas des espèces qui vont utiliser un autre type d'habitat pendant la période d'hibernation. Même si pour la noctule commune, on a connaissance dans l'est de l'Europe où elle peut être un petit peu, on peut la retrouver parfois dans les souterrains ou à l'entrée des souterrains. Mais en tout cas, en France, on la retrouve uniquement dans les arbres en hiver ou éventuellement dans les bâtiments. Donc, ce sont des espèces qui sont différentes d'un point de vue de leur taille, mais globalement, elles vont avoir des exigences qui vont être similaires. On a connaissance que la noctule commune, principalement, et la noctule de l'Ester, sont des espèces qui affectionnent particulièrement les zones humides. Donc, on va les retrouver davantage à proximité de ces milieux, donc que ce soit pour la chasse ou pour les gîtes. Elles vont avoir besoin d'accès dégagé au niveau de leur gîte, c'est-à-dire que ce sont des bêtes globalement de taille assez importante et donc elles n'ont pas un vol qui est très habile. Donc, elles vont avoir besoin d'entrée dégagée au niveau de leur gîte pour pouvoir accéder. Et notamment pour les jeunes, lorsqu'ils sont en phase d'apprentissage, il ne faut pas que le milieu soit encombré. C'est pourquoi on va les retrouver principalement sur des alignements d'arbres, donc sur des bâtiments dégagés, mais aussi sur des lisières ou des chemins forestiers. Et donc, ça, c'est lié à ce que je viens de vous expliquer précédemment, c'est que ce sont des espèces qui vont rechercher des expositions de leur gîte. Elles vont chercher en fait à avoir des gîtes qui vont être sur des parties ensoleillées, notamment en soirée, ce qui va favoriser pour elles l'entrée en activité en utilisant un minimum d'énergie. C'est pourquoi on trouve leur gîte principalement dans le haut des arbres, là où il va y avoir une meilleure insolation des troncs et où la chaleur va être mieux diffusée.
j'ai mis un petit schéma pour expliquer globalement ce phénomène sur les accès dégagés des gîtes. Voilà, la noctule commune, lorsqu'elle s'envole, elle va avoir un vol un petit peu en cloche et elle va avoir besoin d'une distance assez importante pour réussir à prendre de la hauteur, même si ce sont des bêtes qui ont un vol puissant. La noctule de Lessler, elle est un petit peu plus petite et donc un peu plus habile. C'est une bête qui est très rapide, donc elle va être capable de voler en ligne droite. Donc elle va tolérer des milieux qui sont un petit peu plus refermés que la noctule commune. Et ce phénomène, il est aussi expliqué par des raisons métaboliques. Alors, cette diapositive est un peu plus complexe, mais ne prenez pas peur. C'est une étude qui a été réalisée donc, en Pologne sur donc, le métabolisme des noctules, noctules communes et noctules de Lessler. Et ce qui a été constaté, c'est que la zone de thermoneutralité des noctules, en fait, était relativement haute. La zone de thermoneutralité, c'est-à-dire que, en fait, pour l'expliquer simplement, c'est la zone de température de confort des espèces, c'est-à-dire que lorsque la température extérieure est inférieure à 28 et à 29 degrés, les chauves-souris vont devoir utiliser davantage d'énergie pour maintenir leur température corporelle. Extérieur, c'est dans l'air ambiant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, elles utilisent de l'énergie globalement en permanence pour se maintenir à température. Pour être en activité, elles peuvent aussi utiliser d'autres stratagèmes, comme le fait de se mettre en léthargie. Et c'est pour ça aussi qu'elles vont privilégier d'avoir des gîtes qui vont être en hauteur et qui vont privilégier le réchauffement passif des individus le soir. Parce que, par exemple, le fait de se mettre en activité et donc de se réveiller avec le phénomène de frisson, pour ceux qui ont déjà observé les chauves-souris, lorsqu'elles se réveillent, elles vont se mettre à frissonner très fort et ça, c'est très énergivore pour les chauves-souris. Donc, en utilisant les gîtes qui vont être le plus haut possible et qui vont prendre la chaleur le soir, ça va leur permettre de se réveiller progressivement et d'économiser de l'énergie. C'est bien la température dans le gîte, c'est pas la température dehors, dans l'air. Oui, c'est ça la température dans le gîte aussi. Et donc, bon, alors voilà, après, l'échantillonnage était assez réduit, donc c'était des calculs qui étaient généraux, mais pour autant, c'était quand même assez intéressant. Et pour comparaison, la zone de thermoneutralité pour d'autres mammifères, elle est bien en dessous de celle-ci. Et pour la zone donc haute, je n'ai pas l'information. Pour autant, on a observé que les noctules et les pipistrelles avaient tendance à fuir les gîtes lorsque la température extérieure, au sein du gîte, était supérieure à 40 degrés. Donc, ça pourrait être une zone dans laquelle elles soient peu confortables. Donc, soit elles sortent effectivement, soit elles changent de gîte. Donc pour ce qui est de l'hibernation, on a assez peu de connaissances sur les caractéristiques des gîtes, des noctules en hibernation. Là, je vous ai mis un graphique que j'avais fait lors de mon stage l'an dernier donc, au Muséum de Bourges, où j'avais travaillé donc, sur les gîtes artificiels avec les capteurs thermiques qui étaient installés dans les gîtes. Vous avez à l'écran un gîte qui était utilisé donc, par les noctules en période d'hibernation. Et donc, ce qu'on avait remarqué, c'est que d'une part, le gîte pouvait descendre à des températures inférieures à 0. Mais vu qu'elles étaient, en nombre important et qu'il y avait un regroupement d'individus qui était conséquent, ça leur permettait quand même de conserver davantage de chaleur. Et puis, ce qu'on avait observé, c'est qu'elles avaient choisi le gîte le plus froid du bâtiment pour la période d'hibernation. L'hypothèse qu'il y avait derrière, c'est qu'en choisissant le gîte le plus froid, donc ça leur permettait de rester en léthargie profonde pendant une grande partie de l'hiver, et ça leur permettait surtout de ne pas se réveiller au moindre changement de température. En évitant le gîte qui chauffait dès qu'il y avait un rayon de soleil. Ça leur évitait de se réveiller à une période qui était inappropriée où il n'y avait pas encore de réserve de nourriture. C'était donc moins 5 degrés dehors. Ça, c'est un seul gîte. Il n'y a pas les autres gîtes, mais ça, c'était le gîte le plus froid du bâtiment. C'est à l'intérieur du gîte. Alors, effectivement, la zone grise, c'est à l'intérieur du gîte. Et après, vous avez les extrêmes qui ont été mesurés sur les stations météo. Donc voilà. Et ce qu'on avait aussi pu constater, c'est que le gîte avait des propriétés isolantes puisqu'on était sur des températures qui étaient supérieures aux températures extérieures numériques. Gîte positionné à la même hauteur que les autres sur la façade. Oui. Il n'était pas en bas. Non, tous les gîtes étaient positionnés à la même hauteur. C'était des gîtes artificiels, mais du coup, quel type de gîte artificiel? Donc, c'est les gîtes artificiels qu'on intègre dans l'ITE
Oui, il est là-bas. C'était ces gîtes-là qui avaient été installés donc, au niveau du... Ouais, voilà. Oui, je peux le présenter, mais donc, ça, c'est un prototype. C'est les gîtes qu'on va venir installer donc, lors de rénovation thermique dans les ITE en façade. Et après, ils vont donc être recouverts par un isolant. Et donc, de l'extérieur, c'est l'image que vous avez pu voir tout à l'heure. On ne verra que la fente de boîte aux lettres qui est ici. Et voilà, ça permet aux chauves-souris donc d'avoir un gîte qui est intégré. Donc, elles retrouvent un habitat qui est similaire à celui qu'elles avaient, par exemple, avant les travaux. Et puis, donc, il y a une isolation qui est conséquente, donc elles sont isolées vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande combien de noctules étaient présents dans le gîte. Enfin, vous avez vu la configuration du gîte. Quand on est arrivé pour les compter avec le miroir, en fait, on avait toute la rangée du bas qui était remplie de noctules. On avait estimé à une 40aine de noctules. Après, c'est une estimation. En fait, elles étaient toutes en paquet, donc on ne pouvait pas voir dans la hauteur du gîte le nombre d'individus qu'il y avait. Alors, en fait, le contrôle des gîtes n'a pas pu avoir lieu pendant toute la période. Il fallait aller en nacelle et donc c'était complexe. Donc ça, au niveau de la variation, on n'a pas pu savoir. Et puis voilà, c'était difficile de contrôler à l'intérieur du gîte pour savoir combien d'individus il y avait réellement. Et pour revenir sur les gîtes, effectivement, on est venu à ce type de gîte puisqu'on s'est rendu compte que des gîtes qu'on va venir installer en façade, en fait, pour les noctules, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si elles ne les trouvent pas, mais en tout cas, elles ne les utilisent pas. Donc c'est pour ça que maintenant, on utilise vraiment des gîtes qui vont être intégrés dans les façades. De gîtes-là, parce que là, c'est une étude qui a été réalisée en hibernation. Elle les occupe aussi en période estivale. Là, les gîtes de l'IUT de Bourges, en fait, ils ont été utilisés toute l'année par les individus. Ce qu'on savait en fait sur l'IUT de Bourges avant les travaux, c'est qu'il était utilisé pour la période d'hibernation et il était utilisé pour la période de soins longs. Et donc moi, l'an dernier, j'ai fait le suivi pendant toute la période estivale et le début et la fin d'hibernation. Donc en hibernation, elles étaient là et après, pendant la période estivale, en fait, on a eu une part des individus qui est restée, probablement des mâles en fait, qui sont restés dans chacun des gîtes isolés en attendant le retour des femelles. Potentiellement, l'hypothèse qu'il y avait derrière, c'est que comme c'est un site de swarming, ils avaient tout intérêt à conserver les places pour le retour des femelles. Et une autre question dans la discussion, est-ce que ce type de gîte nécessite des entretiens? Non, ces gîtes en fait, ils sont construits justement pour être totalement autonomes. Donc, la planche qui est exposée aux variations extérieures, elle est dans un bois imputrescible, donc ça permet en fait aux matériaux de résister. Et puis, il y a une pente qui est conçue justement pour l'évacuation naturelle du guano et de l'urine, donc il n'y a vraiment aucun entretien à faire. Et c'est des choses qui ont été testées sur différents bâtiments, donc il y en a eu qui ont été installés en région centre, on en a installé aussi en Picardie, donc voilà, c'est quelque chose qui est validé par les architectes et tout qui peut être installé maintenant autant que vous le souhaitez. Une autre question? En compensation, l'objectif, c'est de garder le maximum de gîtes naturels lorsque c'est possible. Pour autant, dans les travaux de rénovation énergétique et quand on vient à poser un ITE, ce n'est pas forcément évident de conserver les gîtes. Et ça dépend de leur localisation. Donc sinon, on peut avoir en tout cas une compensation qui est efficace. Et du coup, quelqu'un demande comment se fait l'évacuation du guano. Ça tombe en fait avec la gravité. Il y a une pente, c'est ça. Donc, ça tombe et comme le guano est relativement léger, on n'a pas une accumulation de guano à la pompe du gîte. Il est dispersé par le vent et voilà, il y a peu de traces de l'utilisation des gîtes. Pour retourner à l'écologie des noctules et à leur habitude de vie, pour ce qui est des connaissances sur l'émergence de cette espèce, c'est-à-dire les moments où elles vont quitter et retourner au gîte, globalement, ce qui ressort de la bibliographie, donc ça, c'est une étude qui a été faite en Slovaquie, mais on a les mêmes constats en France, c'est que vous avez en fait la phase au cours de laquelle les noctules rentrent en activité, donc c'est avant le crépuscule et à partir du coucher du soleil, voire un peu avant. Une demi-heure avant que le soleil se couche. Moi, je compte 15 minutes avant que le soleil se couche. Les noctules, en fait, effectivement, c'est une espèce qui peut rentrer en activité assez tôt. On a l'habitude de dire pour cette espèce qu'elle peut encore entrer en activité lorsque les martinets sont encore dans le ciel. Voilà.
Donc, globalement, il faut compter un quart d'heure avant le coucher du soleil et puis 3/4 d'heure après. Et si aucun individu n'est sorti, c'est probablement qu'elles ne sortiront pas. Après, il faut se méfier avec les noctules parce que ce que j'ai constaté au moment des suivis de l'IUT de Bourges, c'est que les mâles ne sortent pas systématiquement. Parfois, ils ont suffisamment de réserves de nourriture et ils refusent de quitter le gîte, parfois pendant un long moment. Ça peut être plusieurs jours d'affilée. Il y a une étude qui avait été menée sur la grande noctule en Corse et qui montrait que en fait, les mâles pouvaient ne pas quitter leur gîte pendant plusieurs semaines. Donc voilà, les sorties de gîte, c'est un bon indicateur. Mais du coup, on peut ne pas les voir sortir. Après, lorsque j'ai fait des suivis sur l'IUT de Bourges, elles ne sortaient pas, mais elles criaient dans les gîtes. On les entendait. Pour ce qui est des zones de chasse et des déplacements, alors j'ai mis ici un panel d'habitats qui peuvent être utilisés ou non. Pour autant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va avoir des variations d'utilisation d'habitats entre les différents pays d'Europe, mais même entre les différentes régions. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des espèces qui sont réellement opportunistes et donc qui vont utiliser des habitats en fonction des émergences d'insectes et de ce genre de choses. Donc, c'est difficile de généraliser les zones de chasse prioritaires des noctules. Ce qui revient en tout cas systématiquement, donc c'est les zones humides, avec les étangs principalement. Après, voilà, quant au reste, je ne peux pas statuer sur l'utilisation des habitats. En prairie, c'est principalement donc, lorsqu'il y a des émergences d'insectes, notamment de hannetons, ce genre de choses, on va avoir un afflux qui va être assez important de noctules. Pour ce qui est des forêts, alors j'ai mis les forêts, mais en fait, ça va être plutôt de la chasse au-dessus des forêts, parce que ce sont des espèces, comme je vous disais, qui ne sont pas très habiles. Donc, elles vont être bien embêtées pour rentrer dans les forêts et pour y chasser. La noctule de l'Ester, elle peut le faire un petit peu, mais la noctule commune, c'est compliqué pour elle. Donc, voilà, ce sont des espèces qui soit chassent en altitude, soit se rapprochent du sol ou des prairies ou de l'eau pour chasser. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce sont des espèces qui ont des déplacements en vol direct. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas utiliser de corridor comme peuvent le faire d'autres espèces, comme le petit rhinolophe. C'est-à-dire qu'elles sortent de leur gîte et elles vont directement d'un point A à un point B sans s'occuper de s'il y a une haie sur leur trajet ou non qu'elles doivent suivre. Ce qui est d'ailleurs un avantage lorsqu'on doit faire les suivis de noctules. En fait, on peut repérer plus ou moins facilement les flux et les couloirs de déplacement qu'elles utilisent. Et du coup, on se repère comment dans l'espace? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne vous fais pas la réponse de comment elles se repèrent. En tout cas, elles connaissent bien leur habitat et elles savent où aller. Et pour l'avoir réellement observé, c'est vrai que j'ai déjà observé sur une prairie qui n'était pas utilisée en tant que territoire de chasse habituellement des pannes noctules. Et dès qu'il y a eu une émergence d'insectes, elles connaissaient le territoire et elles étaient là tout de suite dès le premier soir. Et donc, elles sont capables de traverser des open fields en une crête sur plusieurs kilomètres. Oui, c'est vol direct sur plusieurs kilomètres. Pour ce qui est des connaissances sur les noctules, donc en milieu arboré en Picardie, il y a une étude qui avait été menée par Solène Daillé, qui avait permis de trouver un certain nombre d'arbres gîtes en Picardie, 4 arbres au total. Donc pour la noctule de l'Esler, les arbres qui avaient utilisés, c'était donc des chênes et des hêtres avec un diamètre qui était important. C'était des arbres de plus de 60 cm de diamètre. Ce qui revient souvent dans la bibliographie pour la noctule de l'Esler, c'est qu'elle va utiliser des trous de pics multiples et éventuellement des écorces décollées. Elle est assez peu exigeante sur l'état sanitaire des arbres qu'elle exploite, puisque les arbres peuvent être naissants ou encore vivants ou même morts. En fait, ça on l'explique par le fait que c'est une noctule qui est de taille inférieure à la noctule commune, ce qui fait qu'en fait elle est assez vulnérable vis-à-vis des prédateurs ou donc des oiseaux qui peuvent venir pour utiliser les trous de pics. Donc elles vont utiliser soit des gîtes avec des entrées multiples qui va leur permettre de sortir en cas de problème, ou alors des écorces décollées sur lesquelles il y a moins de concurrence et sur lesquelles elles sont en sécurité. La noctule commune, qui est de taille plus importante, elle va pouvoir permettre d'utiliser des trous de pics et de chasser les intrus éventuellement. Ce qui revient dans la bibliographie aussi, c'est que les pics ont tendance à visiter les loges qu'elles ont construites, mais les noctules communes, elles sont suffisamment imposantes pour faire face lorsqu'un intrus arrive. Donc globalement, ce qui revient pour elles, c'est l'utilisation de trous de pics et pêche, parfois le pic noir et des gîtes avec une entrée simple. Dans tous les cas, ces deux espèces, elles vont éviter les loges humides.
Donc, parfois, on peut avoir sur le terrain des faux indices, c'est-à-dire qu'on va voir une loge et puis on a l'impression de voir une espèce de traînée noire au niveau du trou d'entrée. Et en fait, c'est un faux indice puisque généralement, ça indique simplement une cavité qui est humide et mouillée. Et donc, généralement, il n'y a pas de chauve-souris dedans. Dans les deux cas, lorsqu'elles utilisent des trous de pique, elles vont utiliser des cavités qui sont plutôt remontantes, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre en fait dans la partie supérieure des trous. Et ce qui revient également pour les deux espèces, c'est un diamètre de loge qui va être, un diamètre d'entrée de gîte qui va être relativement petit, c'est-à-dire de l'ordre de 5-6 cm, ce qui correspond au piquet épais pour éviter que justement des martres, par exemple, puissent venir les déranger. La noctule commune a beau être capable de se défendre face à une martre, elle ne peut pas faire grand-chose. Et donc ça, je ne l'ai pas vu dans la bibliographie, mais c'est quelque chose que j'observe assez fréquemment, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de petit bourrelet au niveau des entrées de gîte de noctule, qui fait aussi une épaisseur supplémentaire pour une martre qui voudrait glisser sa patte. C'est comme des nichoirs avec des trucs anti-prédateurs. Oui, donc ce que dit Sophie, c'est que ça fait comme pour les nichoirs, donc à oiseaux ou à mésanges, pour lesquels on va venir mettre en place un espèce de système similaire qui a pour but d'éviter que les prédateurs puissent y mettre une place. Et j'en ai pas parlé aussi, ce qui revient aussi pour la noctule commune, principalement, ça va être d'avoir une entrée de gîte qui va être plutôt dirigée vers le bas. Donc, ça va leur permettre de prendre leur envol plus facilement. C'est-à-dire que là, l'arbre, il est droit, mais en fait, ce qui revient souvent, c'est que l'arbre, il est un petit peu incliné. Et lorsque l'entrée est vers le bas, ça leur permet facilement de s'envoler. En tout cas, ce sont ces loges-là qui vont être plutôt utilisées. Pour la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de la colonie de noctule commune qui avait été dérangée lors d'un abattage d'un arbre sur un château, je ne l'ai pas précisé, mais l'orientation du trou, en fait, effectivement, elle était plutôt vers le bas. Et ces arbres-gîtes-là, ils sont plutôt en lisière, du coup. Oui. Ça ne sert à rien que j'aille m'amuser. Ça ne sert à rien de s'enfoncer au milieu de la forêt. Effectivement, ce qu'il faut chercher principalement, c'est la lisière. Alors après, s'enfoncer au milieu de la forêt, je dis non, mais ça dépend parce que sur une forêt, sur un bois de pente, par exemple, on peut avoir une exposition qui va être plus intéressante et donc du coup avoir des arbres qui vont surplomber les autres et donc qui vont permettre aux chauves-souris de s'envoler plus facilement. Ça dépend de la densité aussi. Ça dépend de la densité, ça dépend de la configuration. Et surtout, on n'en a pas parlé, mais en fait, ça dépend de la quantité de gîtes disponibles aussi. Parce que les études que je vous présente sur la Pologne, c'est des études qui ont été faites dans la dernière forêt primaire européenne. Donc, on n'est pas sur la même disponibilité en gîte que ce qu'on peut avoir en France. Donc ça, c'est les résultats des études de recherche de noctules qui ont été menées donc, en Brenne, en région centre, par Indre-Nature et Faune Conservation. Je ne sais pas si Florent Billard est là. C'est lui qui m'a présenté plusieurs des illustrations que vous pouvez voir tout à l'heure. Donc, ce qui est ressorti de cette étude en Brenne, c'est que la plupart du temps, c'est des chênes qui étaient utilisés avec un diamètre pareil qui était conséquent, puisque les arbres faisaient plus de 65 à 75 cm. Et occasionnellement, d'autres espèces avaient pu être utilisées par les noctules. Donc, alors, je ne sais plus si ça concernait que la noctule commune ou la noctule de l'Ester. En tout cas, pour les noctules en général, ça pouvait concerner des espèces comme le merisier, le tremble, le platane, le bouleau ou le châtaignier. Sur des diamètres pas aussi importants. Non, pas aussi importants du coup, mais sur des diamètres plus restreints. Et donc, toujours en Pologne, donc, ce qui revenait principalement donc, pour la noctule commune, c'était l'utilisation de loges de piquet pêche. Pour la noctule de l'Ester, l'utilisation de loges de piquet pêche et de fissures, donc ce qui colle à ce qu'on a vu précédemment avec l'étude qui avait été menée en Picardie. Donc là-dessus, on ne semble pas avoir de variation d'utilisation de l'habitat entre la Pologne et la France. Pour la noctule commune, donc, ce qui fonctionnait plutôt bien, c'était d'avoir des diamètres d'entrée qui étaient relativement petits, donc inférieurs à 5 cm. Ça permettait d'augmenter véritablement la probabilité d'occupation de gîte. Et donc, ce que je vous disais, avec une entrée sans humidité, avec un accès dégagé. L'accès dégagé, ça va être d'avoir, de mémoire, c'était 4 mètres de végétation dégagée autour de l'entrée de gîte pour la noctule commune. Parce qu'elle est grande et parce qu'elle n'est pas très habile. Et du coup, c'est lié au fait qu'elle aime aussi des gîtes qui vont être plutôt ensoleillés, qui vont plutôt bien chauffer le soir. Donc, ça colle en fait avec ces différents paramètres.
Et donc, pour la noctule de Lessler, on a aussi des diamètres de loges qui sont empoisonnants autour de 6 cm. Et donc, généralement, avec plusieurs entrées pour pouvoir prendre la fuite. Et donc, pareil, des loges qui ne sont pas humides et qui sont dégagées. Donc ça, c'est toujours l'étude polonaise. Donc, il faut relativiser. C'est donc la hauteur auquel on trouvait les noctules dans les arbres. Alors, on a sur des hauteurs d'arbres qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a parfois en France, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, elles se mettent globalement le plus haut possible par rapport à toutes les autres espèces qui peuvent utiliser les arbres. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi le phénomène de compétition donc, qui peut avoir lieu avec les noctules et donc les oiseaux, ce genre de choses. Ce qui a été constaté en France, c'est qu'il y a une bonne compétition entre la noctule commune et les tourneaux sansonnets. Pour autant, ce qui arrive généralement, c'est que les tourneaux, il a tendance à nicher assez tôt dans la saison. Et donc, une fois qu'il a fini sa période de nidification, il part. Et du coup, à ce moment-là, les noctules peuvent utiliser les gîtes. Donc, c'est pas parce que vous avez repéré un gîte, par exemple, dans un platane qui est utilisé par les tourneaux qu'il faut exclure totalement cet arbre, puisque plus tard, il peut être utilisé par les noctules. Là, vous avez donc maintenant quelques exemples d'arbres gîtes. Donc ici, c'est un arbre au Royaume-Uni. Donc le gîte était là. Donc on voit bien qu'on est sur un contexte, comme je vous le disais, assez dégagé, puisque les noctules peuvent sortir au niveau du chemin forestier. Alors ici, le gîte était assez bas. J'ai juste mis pour exemple l'image qui est à côté, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une colonie de noctules commune sur cet arbre à partir du moment où ils l'avaient abattu. Et donc dans l'urgence, ce qui avait été mis en place, c'était de conserver le tronçon et de le réinstaller sur un arbre voisin en conservant la même exposition. Et ça a fonctionné puisque les noctules ont réutilisé le tronçon c'était comme ça implanté sur un autre arbre. Voilà, je le dis parce que ça permet de donner des idées. C'est vrai que par exemple, lorsqu'il y a des abattages de platanes en hiver, on récupère les bêtes, on fait ce qu'on peut et on les sauve, mais on n'a pas forcément une compensation du gîte. Alors que parfois, si on garde les parties qui peuvent être intéressantes, on peut parfois très localement en fait, réussir à conserver les gîtes en les réimplantant juste à côté. Vous verrez, j'ai mis tout à la fin la vidéo de sortie gîte justement de cette. Un autre exemple d'arbre gîte, donc ça c'est en vrai. Vous avez le dispositif. Vous pourrez voir les images tout à l'heure de Florent Billard qui permet d'aller voir en fait directement dans les cavités et de vérifier si elles sont occupées. Donc pareil, là on a un arbre qui est relativement isolé, il est à distance des autres et ça permet aux chauves-souris de sortir assez facilement. Et puis donc un autre arbre gîte par excellence, notamment en milieu urbain ou en zone humide, c'est les platanes. Là vous avez la trouée verte de Bourges. Et donc, il y a différents arbres gîtes qui existent sur l'alignement. Généralement, c'est les mêmes d'année en année, quoique ça peut varier au cours de la saison concernant l'utilisation. Et en tout cas, ce qui revient sur cet alignement d'arbres qui est quand même conséquent avec des platanes qui sont de taille très importante, on ne se rend pas forcément compte sur la photo, c'est qu'il y a énormément d'offres en gîte. Pour autant, il y a une grosse concurrence avec les étourneaux et donc les noctules en fait, n'ont pas accès à une bonne partie des gîtes. Concernant le milieu bâti, ce qui revenait, donc c'est en lien avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait qu'en fait, elles vont privilégier donc, des expositions qui permettent d'avoir une insolation du gîte plutôt le soir. Donc, ça va leur permettre d'une part d'entrer en activité rapidement. Et puis, ce que j'ai à préciser, c'est que pour les colonies de maternité, ça permet aussi aux jeunes de conserver leur température lorsque les femelles ne sont pas dans le gîte. Puisque les jeunes, en fait, ont un ratio taille-masse qui est pas très favorable, en fait, pour eux en termes de conservation de la température. Donc, ils ont tendance à perdre leur température assez rapidement. Et en plus, dans les premiers stades de vie, ils sont assez peu capables de réguler leur température correctement. Donc c'est très important pour les femelles de sélectionner les gîtes qui vont permettre, en fait, d'avoir une croissance optimale des jeunes et un taux de survie important. Donc, ça vaut en milieu bâti, mais ça vaut aussi en milieu arboré. Donc maintenant, je vais présenter un petit peu donc, davantage pour le milieu bâti les éléments qui peuvent être utilisés par les noctules. Donc ici, vous avez les acrotères.
Donc, les acrotères, c'est principalement sur des bâtiments de 2 étages qui vont commencer à être intéressants, voire même plus. Souvent, c'est des bâtiments collectifs. Et donc, c'est cette partie qui est ici, en fait. Vous savez, le super schéma de Robin qui permet d'expliquer le principe, en fait. Donc, où les chauves-souris vont pouvoir se glisser au niveau de cet endroit-là et donc s'installer. Ce qui nous permet, en fait, de les détecter, c'est d'une part les bruits qu'elles peuvent faire, parce que ce sont des espèces qui sont très sociales et donc qui font énormément de cris sociaux. Bon, alors en Picardie, on me dit qu'elles font un peu moins de cris sociaux qu'ailleurs, mais normalement, ce sont des espèces qui sont très loquaces et qui font énormément de cris sociaux qui nous permettent de les détecter. Donc voilà, au niveau des acrotères, il y a un véritable enjeu. Ce qui permet de repérer aussi les acrotères favorables, ça va être la présence du martinet noir, ce qui revient assez fréquemment. Ça, c'est une information d'Europe de l'Est, il me semble. C'est un colloque auquel avait participé Laurent Arthur, c'est son retour d'information, c'est que quand il y a présence du martinet noir sur des bâtiments, c'est quand même assez favorable pour la noctule commune. C'est-à-dire que quand on a le martinet noir, il utilise des habitats qui sont assez similaires à ceux de la noctule commune. Il n'y a pas de compétition comme on dit. Alors, il n'y a pas de compétition. C'est une bonne question. Ce qui avait l'air de revenir, c'était qu'elle pouvait utiliser donc, des gîtes similaires et cohabiter plus ou moins. Après, sur les acrotères comme ça, en fait, on a potentiellement un linéaire qui est assez long et donc une compétition qui peut être largement réduite. Le martinet, comme il est migrateur, il n'est pas là tout le temps. Oui. Donc, ça peut aussi calmer un peu la pression. Il n'est pas colonial. Enfin, oui ou non. Ça joue aussi le fait que les tourneaux, il est déjà présent sur site toute l'année. Donc, en gros, il campe, quoi. Avec tout ce qu'on va trouver partout, comme nouveau site, on va pouvoir répondre à ces questions plus précisément après. Je ne sais pas si vous entendez bien les commentaires de Sophie. Mais sur certaines espèces, on remarque aussi avec le réchauffement climatique sur des espèces qui sont migratrices qui reviennent plus tôt. Oui. Donc, du coup, il y a un chevauchement en termes d'écologie des espèces sur la période estivale et ça peut y avoir de la compétition entre des oiseaux et des oiseaux. D'accord. Donc, globalement, là, la question, c'était sur la compétition entre noctule et martinet noir. Et donc, ce que je disais, c'est que avec des acrotères qui représentent souvent plusieurs dizaines de mètres de long, on a une compétition qui peut quand même être assez réduite. Et puis, le fait que le martinet noir n'est pas présent dans les bâtiments tout le temps, donc ça peut réduire la compétition. Globalement, en tout cas, ce qui a l'air de revenir sur le côté sociable ou non des noctules, c'est que c'est des espèces qui sont quand même relativement sociables. Alors, elles s'expriment fort, mais pour autant, elles ont l'air de tolérer les autres espèces. Tout à l'heure, en Brenne, il y a eu des cas de colonies mixtes, noctules communes et murins de Daubenton. Moi, ce que j'ai observé sur les gîtes artificiels, c'est des noctules communes qui utilisaient donc les gîtes, avec parfois une entrée de pipistrelle dans le gîte artificiel. Ça faisait beaucoup de bruit dans le gîte, mais au final, la pipistrelle avait l'air de s'être habituée. Ça avait l'air d'aller, en tout cas. Donc voilà, on est peut-être aussi sur des espèces qui sont relativement tolérantes dans des habitats où il y a de fortes compétitions. Donc, le plus simple pour elles, c'est certainement de tolérer davantage d'espèces. Donc voilà, donc pour les acrotères, donc ce que je disais, c'est qu'on peut les repérer donc à l'aide des cris sociaux. Et puis, en fait, voilà, il y a un rebord qui nous permet, en fait, quand on est au niveau des bâtiments, de voir si les acrotères sont utilisés ou non. Et puis elles font tellement de bruit que généralement, les habitants sont au courant. Un autre élément favorable pour les noctules, ça va être les joints de dilatation. Alors, les joints de dilatation sont peut-être très prudents lorsqu'il y a des interstices au niveau des joints de dilatation parce que ça peut être une entrée de gîte, mais ça peut être aussi une porte d'entrée pour l'ensemble des bâtiments. Ça nous arrive fréquemment. Ça arrive fréquemment d'avoir des joints de dilatation qui vont être connectés à d'autres interstices au sein du bâtiment qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on ne voit rien au niveau du joint de dilatation qu'à d'autres endroits du bâtiment, il n'y a pas des choses. Ça crée de véritables réseaux au sein des bâtiments. Donc voilà, vous avez plusieurs exemples de joints de dilatation et des éléments à repérer. Là, par exemple, ici, on a un joint de dilatation qui est ouvert vraiment sur la partie haute du bâtiment. Donc ça, c'est tout à fait favorable pour les noctules. Et puis parfois, on a des joints de dilatation qui sont ouverts sur toute la hauteur du bâtiment. Donc là aussi, il faut être assez prudent lorsqu'on voit ça.
D'autres éléments qui peuvent être utilisés par les noctules, donc ça va être, je n'ai pas mis les belles voisines, mais ici vous avez des exemples de chiens assis. Alors, ce chien assis-là, il n'est pas utilisé par des noctules. Pour autant, en région centre, il y a un chien assis deux chiens assis qui sont utilisés par des noctules de l'Esler. Donc, elles utilisent la partie supérieure du chien assis où elles peuvent prendre justement le soleil assez rapidement. Et puis, elles sortent en ligne droite à une très grande vitesse. Donc, c'est le genre d'éléments qui peuvent être utilisés par les noctules et donc plus largement par les chauves-souris, puisque les chiens assis sont des structures qui sont très anguleuses et qui permettent généralement aux chauves-souris de trouver un passage lorsqu'elles ont envie d'en trouver. Oui, donc sur cette image-là, c'est une colonie de sérotine qui utilise le chien assis. D'autres éléments favorables, ça va être les bardages. Donc là, il y a des connaissances de colonies de noctules communes sous des bardages en région centre. Donc ici, vous avez une petite listrelle pour l'illustration, mais voilà, ce sont des éléments qui vont être favorables. Alors, pas que aux noctules, hein, beaucoup d'espèces peuvent utiliser les bardages parce que là aussi, ce sont des éléments d'insolation assez importants. Donc, tous les bardages ne sont pas forcément accessibles aux chauves-souris parce que souvent, ils sont fermés sur la partie inférieure. Mais quand il y a des possibilités de passage, voilà, c'est des éléments sur lesquels on peut trouver assez facilement des chauves-souris. Alors, d'autres structures donc, en bâti qui peuvent être utilisées par les chauves-souris, ça va être les ponts. Ici, c'est un pont qui est situé en région centre, qui est utilisé par les noctules. Donc, ce sont des noctules communes sur celui-ci, mais parfois il y a également des pipistrelles. La difficulté pour les ponts, c'est que ça ne va pas être une utilisation. Enfin, généralement, l'utilisation par les noctules, elle n'est pas continue tout au long de l'année. Ça peut être comme le cas des bâtiments ou des gîtes arboricoles d'ailleurs, puisqu'elles changent de gîte assez régulièrement. Là, par exemple, les gîtes, elles les utilisent en fin d'hibernation voilà, avant de se disperser. En fait, en sortant d'hibernation, elles utilisent ce pont, puis elles se dispersent. Donc, pour ceux qui n'ont pas repéré, vous avez ici en fait du guano qui tombe sur le rebord du pont. C'est vrai que voilà, ce que dit Sophie, c'est que s'il n'y avait pas ce petit rebord qui permettait au guano de s'accumuler, il n'y aurait pas d'indice. Il n'y aurait pas d'indice sur le fait que ce sont qu'il y a des chauves-souris. Puis une autre difficulté, c'est que là, on ne se rend pas forcément compte, mais généralement, elles utilisent des structures de grande taille. Donc parfois, on arrive à repérer la présence de chauves-souris. Pour autant, des fois, on pourrait statuer assez rapidement sur la présence de pipistrelles. Lorsque l'observation n'est pas facile, il faut être assez vigilant pour être sûr de l'espèce qui est présente. Globalement, ça donne ce genre d'image et ce genre d'utilisation. Vous avez donc ici le regroupement de noctules communes. Ici, on voit mieux comment elles utilisent l'interstice. Donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment une utilisation transitoire. Je n'ai pas connaissance de regroupement de maternité dans les ponts. C'est une utilisation qui serait assez risquée pour elle, puisqu'en cas de chute, le jeune il serait totalement il est perdu. Comment ? Oui, et puis c'est froid, c'est vrai. C'est froid, mais bon, là, voilà, je vous écris des espèces frileuses depuis tout à l'heure, et puis là, elles sont dans un gîte en béton au printemps. Donc voilà. Après, il y a certainement une raison, ce qu'on n'a pas forcément pris en compte aussi jusque-là, c'est l'aspect social des noctules. Donc, est-ce que pour les colonies qui habitent le secteur, ce pont en fait est un élément de rassemblement, et donc même si effectivement il y a des conditions thermiques qui ne sont pas très favorables, il y a potentiellement un élément de lien en fait et d'échange entre les différents groupes de noctules. Alors, il est utilisé tous les ans, ce gîte-là, il est suivi tous les jours, mais pendant quelques jours. Pour le coup, elle reste vraiment pas très longtemps. Et du coup, en maternité, elles utilisent des réseaux de gîtes. Alors, oui, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Elles ont tendance à utiliser des réseaux de gîtes. Alors, finalement, elles ont un gîte utilisé, mais ce qui a été vu en Brenne, c'est que lorsqu'il y a un gîte de noctules qui est repéré dans un boisement, en lisière ou quoi que ce soit, il y a d'autres gîtes autour. Et c'est valable en milieu arboricole, mais aussi en milieu alors, en milieu bâti, certainement. En tout cas, sur Bourges, il y a un bâtiment qui est connu pour être utilisé par des noctules et il n'y a pas de connaissance d'autres bâtiments autour. Après, en milieu bâti, la difficulté aussi, c'est que c'est vraiment des bâtiments qui ont des caractéristiques assez spécifiques. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple de bâtiment qui est pour le coup assez favorable. Et ce n'est pas les bâtiments qu'on trouve partout, donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte.
donc, d'autres cas où on peut retrouver des noctules. Donc là, vous avez un château d'eau. Il y a eu plusieurs cas en France de châteaux d'eau qui ont abrité des noctules, notamment sur la partie en fait, supérieure. Et généralement, on s'en rend compte trop tard, c'est-à-dire lorsqu'il y a des travaux et qu'il y a des centaines de bêtes au sol. Mais voilà, c'est le genre d'éléments aussi qui peuvent être utilisés par des noctules. Et on retrouve les caractéristiques que je vous décrivais précédemment, c'est-à-dire qu'on a un point haut qui est exposé au soleil, notamment le soir. Et là, ce qui est bizarre, c'est que c'est en hibernation, il fait moins 10 dehors. Elles ont moins 10 aussi dedans. Oui, alors ça, là-dessus, c'est vrai qu'on avait tendance à croire que les noctules, elles utilisaient des gîtes qui étaient plutôt, enfin voilà, qu'elles toléraient assez mal le froid. Donc, ce que j'ai pu voir dans les nichoirs artificiels, c'est que la température, elle descend en dessous de 0 et on n'a pas eu spécialement de mortalité notée. Alors après, pour repérer la mortalité en période d'hibernation, il faudrait être sous le gîte tout le temps et vérifier qu'on ne trouve pas de cadavres parce que les cadavres disparaissent assez rapidement. Mais voilà. Après, il y a une des difficultés aussi sur les gîtes de noctules. Déjà, on ne les connaît pas, mais en plus, on les étudie très mal. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gîtes dans lesquels on a été installer un capteur thermique et savoir ce qui se passait exactement. Donc, si vous trouvez des gîtes, il faut installer des capteurs thermiques pour qu'on sache un petit peu quelles sont les conditions qu'elles apprécient pour qu'on puisse après préserver ces gîtes et puis lors de compensation et d'installation de gîtes artificiels, donc rechercher ces caractéristiques. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure concernant le gîte artificiel qui a été montré. Donc là, sur le bâtiment qui avait été équipé, il y avait un type d'isolation. Mais c'est vrai que l'objectif aussi, ce serait de savoir un petit peu quels vont être les impacts des isolants sur les températures dans les gîtes. Et donc pour ça, il faut poser des capteurs thermiques et il faut savoir quel est le gradient de température qu'on recherche à avoir. Elles sont en grappe en hibernation? Oui. Globalement, en hibernation, on a des regroupements qui sont souvent importants. En tout cas, on a des regroupements en hibernation. Pendant la période estivale, donc on a des regroupements donc des femelles pour les maternités. Et puis les mâles, souvent, alors, ils peuvent être en petits groupes ou isolés, ça dépend. Soit en milieu arboricole, soit en milieu bâti. Il n'y a pas de règle entre les maternités qu'on retrouverait plus en milieu arboricole par rapport au bâti? Non, en tout cas, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Pour moi, l'utilisation des bâtiments par les noctules, ça va être vraiment de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'elles retrouvent des conditions similaires à ce qu'elles recherchent en milieu arboricole. Vous avez des questions? Il y en a pas mal dans le fil de discussion. Alors, est-ce que ça m'a dédié pourrait poser sa question? C'était dans le cas de suppression d'arbres par abattage. Vous pouvez peut-être mettre votre micro et intervenir directement, ce sera plus simple. Sinon, je peux la lire. Alors, dans les cas de suppression d'arbres par abattage, y a-t-il une détection préliminaire systématique et y a-t-il un moyen de visualiser le positionnement exact et les dimensions des gîtes dans les arbres creux avant un quelconque abattage et si possible d'éviter l'arbre sur pied en récupérant le gîte entier à repositionner dans accroché à un support comme un arbre sain dans une proximité immédiate. Cela pourrait peut-être éviter une perte de gîte autant que des individus. Je vais lire la question. Oui. Tu fais des traits. C'est moi qui fais des traits. Oui. À part si quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Je ne sais même pas comment on enlève le trait. Non, c'est pas moi. Ok. Bon. Du coup, je cherche la question. Ok. Il faut qu'il mette d'ouvrage soit sensible. C'est celui-ci, hein? Oui, et qu'il fasse faire des textes. Ça, il faut au courant. Alors, y a-t-il une détection préliminaire systématique? Non, mais ça serait bien en fait qu'il y en ait une. Justement, je ne vous en ai pas parlé, mais je crois que je n'en ai pas parlé. Il y a un groupe de travail en national qui est en train de se monter sur les noctules, qui sera actif à partir du mois de mai. Et il y a différents volets, donc le volet éolien, le volet bâti et le volet alignement d'arbres. Donc justement, ça va être l'objectif de travailler sur ces questions. Le document que je vous ai mis à l'écran tout à l'heure, il reprend les différents processus qui peuvent être mis en place pour le traitement des arbres, notamment lorsqu'il y a des abattages. Et donc, il y a différents cas de figure, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à anticiper suffisamment l'abattage, lorsqu'on est dans une situation d'urgence.
Et donc, dedans, vous aurez les éléments en fait, du processus à mettre en place pour faire au mieux et préserver donc, aussi bien chauve-souris que oiseaux. Vous avez les deux volets dans le document qui a été cité tout à l'heure. Et il y a aussi un document. Le volet du réseau, c'est d'informer tous ceux qui sont sensibles, qui sont censés couper les arbres et du coup, ça, c'est un outil pour les collectivités. Alors, est-ce qu'on voit correctement tout dit ? On voit un peu, ouais, descend un peu. Ok, donc ça, c'est un document qui vient de sortir et qui a aussi pour objectif, en fait, de pouvoir présenter les différents éléments de biodiversité aux élus, donc notamment pour les chauves-souris. Donc, c'est aussi l'objectif, en fait, et notre rôle, c'est-à-dire de faire remonter les éléments aux personnes qui vont être concernées, donc élus, communes, etc. Il est disponible sur le site du Plan national d'action et sur le site de Picardie Nature pour ceux que ça intéresse. Pas ton micro ? Bien sûr. D'accord. Oui. Donc, Vicky, il est disponible où, ce document ? Sur le site du Plan national d'action et sur le site de Picardie Nature, et je vais mettre le lien. Ok. Donc, on vous met le lien du document que je viens de montrer. Donc, il est disponible sur le site de Picardie Nature et sur le site du Plan national d'action chauve-souris. Voilà. Je lis la suite de la question. En gros, c'est diagnostiqué pour éviter les mesures à l'arrache où on accroche un bout d'arbre sur un autre arbre. Est-il un moyen de visualiser le positionnement exact et les dimensions des gîtes dans les arbres creux? En fait, généralement, ce qui est recommandé, c'est donc de prendre contact avec un chiroptérologue avant, qui va venir donc diagnostiquer les enjeux, voir s'il y a des enjeux ou pas. Et lorsqu'il y a des loges, en fait, l'objectif, c'est d'aller contrôler directement s'ils sont utilisés par les chauves-souris au moment de l'abattage, par exemple. Donc, ça permettra en fait de voir quelle est la configuration et quel est le positionnement des gîtes. Globalement, ce qui revient, c'est que quand on a un tronçon à couper sur un arbre qui comporte un gîte, on coupe donc largement au-dessus du trou parce que généralement les cavités sont en cloche, comme je disais tout à l'heure. En fait, les noctules, elles utilisent souvent la partie supérieure des gîtes. Et puis, on se positionne en fait au maximum à la distance de l'entrée du gîte. Mais ce qui est recommandé, c'est donc d'avoir un contrôle avant du gîte avec un examen visuel pour rechercher les chauves-souris et voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Mais oui, en tout cas, globalement, quand il y a possibilité, si on peut repositionner les gîtes après abattage, pourquoi pas. Après, ça, c'est une solution. Enfin, la solution que je vous ai présentée tout à l'heure, elle avait été faite dans l'urgence. Et l'idéal, en fait, c'est de ne pas avoir à intervenir sur les arbres qui sont utilisés par les chauves-souris. Ça va dépendre. Je vois que c'est pas toujours. Non, mais je sais que c'est pas toujours évident en fait de ne pas intervenir. Mais il y a des pays comme l'Allemagne qui vont mettre en place en fait des mesures où globalement les arbres peuvent rester sur pied quand même un certain temps. Ils peuvent être sécurisés par un certain type de méthodes qui vont permettre de garder les arbres sur pied un certain temps. Et des formations auprès des administrations pour justement les former avec. Enfin, c'est une question naïve, hein, mais parce que j'ai du mal à imaginer des milliers de chiroptérologues intervenir sur toutes les. Parce qu'il n'y a pas uniquement les arbres gîtes, il y a tellement d'autres. Oui. Ben, ça serait l'idéal de pouvoir mettre des formations, pour mettre en place des formations pour tout le monde. Il y a aussi un volet de sensibilisation pour les élagueurs qui interviennent directement sur place. Mais ça va être l'objectif aussi de ce groupe de travail national qui va se monter sur la question des gestions des alignements d'arbres parce que actuellement, on a des protocoles, on sait qu'ils peuvent être assez lourds, que ce soit le protocole de rétention ou que ce soit le protocole d'abattage direct parce que je vous l'ai fait assez simplement et vous pouvez avoir le détail dans le document que j'ai cité. Et qui est aussi dans ma diapositive, mais ce qui est recommandé, c'est quand on abat un arbre, même si c'est une coupe directe, c'est d'éteindre les tronçonneuses pendant 5 minutes après qu'un arbre soit couché pour pouvoir entendre les cris sociaux. Mais ça, on a conscience qu'il faut qu'il y ait un travail de détection avant parce qu'on ne va pas faire ça pour tous les arbres, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, ce temps, il faut aussi qu'il soit budgétisé, qu'il soit intégré dès le départ lors des protocoles de coupe. Et le dérangement a déjà eu lieu. Et le dérangement a déjà eu lieu. Là, si on peut donner l'exemple, nous avec l'agglomération du Beauvaisis. Je veux venir. Non, mais on a fait un document. Attends, bouge pas, je te donne le micro. On a fait un document, en fait, on a fait un document simple en 2 pages très pratico-pratiques sur les arbres favorables
aux chauves-souris et les arbres avec des qualités défavorables. En fait, et ça, c'est dans les boîtes à gants des véhicules d'élagueurs. Ce qui fait que quand ils doivent intervenir, ils ont déjà cette formation, cette sensibilité et s'il y a des enjeux, directement, ils peuvent nous contacter. Et si on n'a pas, ils avancent. Et au moins, ça permet en fait de faire gagner du temps à tout le monde et d'aller à l'essentiel. Mais comme là, on a une collectivité qui est motrice, derrière, les services, ça suit, quoi. Après, on a une question sur le chat. C'était Gérard Dupuis qui demandait s'il pourrait avoir les références du type de gîte en façade que tu as présenté. Alors, pour les références du type de gîte en façade, donc c'est le gîte qui a été installé au Muséum de Bourges, faut ne pas hésiter à me renvoyer un mail. Je crois que j'ai mis mon mail nulle part. Je peux le mettre dans le Oui, parce qu'on diffuse les plans. Les plans sont diffusés gratuitement. Il y a tout le monde avec un document qui permet d'avoir toutes les indications pour installer ces gîtes au mieux. La seule chose qu'on demande, c'est donc de faire remonter. On est trois à diffuser les plans, donc avec Amélie Crétin du Muséum de Bourges, Laurent Arthur et moi-même. La seule requête qu'on a, c'est de savoir à peu près où vont être installés ces gîtes pour avoir un petit peu un retour de ce qui est fait. Et dans la mesure de possible, on demande à ce qu'il y ait un suivi de fait. En tout cas, c'est l'idéal lorsqu'on met en place des mesures de compensation de les suivre, pour savoir si ça marche. Et c'est obligatoire, mais on sait bien que le suivi n'est pas toujours. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de suivre ce qu'on fait. Ensuite, Pierre demandait un ordre de grandeur du prix pour ce type de gîte. Alors, les gîtes qui avaient été installés donc, à Bourges, et puis il y avait une autre commune dans le Cher, c'était à Saint-Amand-Montrond. On était autour de 500-600 € le gîte, mais parce qu'ils avaient été faits par des menuisiers. Globalement, c'est des gîtes qu'on peut refaire assez simplement. Et je sais qu'on avait fait aussi, en fait, il y a un modèle, donc là, je vous ai présenté le modèle nocturne, mais il y a un modèle réduit pour les pipistrelles, qui va être coupé par la moitié avec des dimensions un petit peu variées, qui vont varier un petit peu. Et globalement, lorsqu'il avait été fait par une personne chez elle, ça avait coûté beaucoup moins cher, donc en soi, c'est pas forcément très onéreux. Et pour les gîtes, donc, qui coûtaient environ 500-600 €, globalement, ce qui nous avait été dit, c'est qu'à l'échelle du projet, en fait, c'était pas du tout significatif. Donc, même si ça peut nous sembler assez élevé, pour le bailleur qui faisait rénover ses bâtiments, c'était rien. Après, on a une question de Cyril. Est-ce que ce type de gîte peut entraîner un problème de cohabitation avec les locataires, guano qui salit les façades, comme avec les hirondelles? Et si oui, possibilité de mettre des planches anti-salissure? Il y a Loïc qui a commencé à répondre que pour éviter les désagréments, il faut poser ce type de gîte artificiel loin d'une fenêtre. C'est généralement le guano sur la fenêtre qui pose problème. C'est ça. Alors, effectivement, ça, c'est dans la fiche en fait, qui est fournie avec les plans. On indique où installer les gîtes. On va les installer, mais logiquement, c'est des gîtes qu'on installe donc déjà assez haut et puis donc à distance des fenêtres. Et ce qui a été fait sur Bourges et donc sur Saint-Amand-Montrond, c'est que systématiquement, il y avait un porte-à-porte pour parler du projet. Il y a eu un stand. En fait, il y a eu de la sensibilisation. Il y a eu des habitants qui ont participé aux affûts. On avait fait un petit peu de suivi acoustique, donc il y avait des habitants qui nous avaient accompagnés ou qui étaient volontaires pour qu'on pose les détecteurs chez eux. Donc voilà, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où on intervient sur du bâti, il faut mettre en place une concertation et travailler avec les habitants. Mais une fois en fait que ce travail de concertation a été fait, et comme ça s'est pas fait sans les habitants, ça s'est très bien passé et tout le monde était très content d'avoir des chauves-souris, et ils étaient très fiers. Ce qui a été mis en place à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, c'était d'avoir des vigies locataires, c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui étaient volontaires justement pour suivre les gîtes. Donc voilà, en fait, c'est de la concertation et c'est de la médiation, mais globalement, ça se passe bien. Et pour le guano, de toute façon, on est sur des quantités qui sont vraiment très faibles. Là, sur l'IUT de Bourges, lors du suivi, on retrouvait en fait très peu de crottes. Après, ce qui peut se passer en fait avec les noctules, donc ce sont des espèces sociales où on peut observer des comportements d'aller-retour entre les gîtes. Moi, ce que j'observais souvent à Bourges, même si c'était il n'y avait que des mâles, il n'y avait pas de femelles, il y avait quand même des comportements qui pouvaient s'apparenter un peu près à ce qu'on observe en période de swarming, ce qui faisait qu'en fait, ils avaient tendance à effectivement mettre du guano un petit peu partout. On retrouvait du guano un petit peu autour du bâtiment, mais c'est vraiment des quantités très faibles. Et moi, je les retrouvais parce que j'ai l'œil, mais globalement, aucun étudiant qui était présent pouvait dire que c'était du guano de chaussure. Justement, sur le swarming, il y a quelqu'un qui a demandé si les noctules avaient des gîtes de swarming, avec une première réponse. De ce que j'ai vu dans la littérature, la noctule commune fonctionne sur le système de harem, donc pas de gîte de swarming, mais des doutes subsistent. Est-ce que tu veux compléter?
Alors, je n'ai sûrement pas toutes les informations, mais de gîtes de swarming, c'est-à-dire des gîtes spécifiques pour le swarming, où on aurait uniquement… c'était ça la question? J'imagine, mais si Clarisse, vous voulez peut-être préciser la question? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est exactement ça la question. C'est donc on a des gîtes pour la reproduction, pour l'hibernation. Est-ce que pour le swarming, c'est d'autres localisations de gîtes? Bah, en tout cas, pour l'instant, de ce qui a été observé, c'est que les gîtes d'hibernation, enfin, moi, les retours que j'ai, c'est que les gîtes d'hibernation sont aussi des gîtes utilisés pour le farming et inversement. Après, j'imagine que il peut y avoir des gîtes de farming spécifiques, mais en fait, ça me semble assez peu probable. Je pense plutôt qu'en fait, elles utilisent les gîtes d'hibernation et que c'est aussi un site de farming. Ok, merci. Voilà, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. Combien de… C'est quoi les autres questions? C'est bon, c'est bon. Ok, je continue. Ouais, ok. Bon, du coup, on laisse les dessins. Si tu changes, non, ah non, de toute façon, toujours pas, c'est pas là. Je ne sais pas comment faire là. C'est pas gênant. Bon, c'est pas très grave. Je sais trouver la gomme. Non, j'ai pas. C'est dans annoter. Attendez, j'ai peut-être. Du coup, je peux reprendre le reste. Du coup, j'en ai plus pour très longtemps, mais globalement, si on doit retenir les éléments importants pour la recherche de gîtes en milieu bâti, je vous disais tout à l'heure que je vous montrais un bâtiment qui est très favorable. Ça va être vraiment ce qui revient en fait, c'est ces espèces de panneaux qu'on retrouve généralement donc sur les lycées, sur ce genre de choses. Généralement, il y a des interstices derrière et en plus, c'est des matériaux qui vont chauffer de manière très importante. Donc, voilà, c'est des bâtiments. Généralement, moi, j'observe ce genre de configuration sur des collèges, lycées, les bâtiments universitaires, ce genre de choses. L'habitation collective, oui, aussi parfois. Donc voilà, en milieu bâti, ce qu'il faut mettre en place, c'est la recherche d'indices de présence, donc avec au niveau de toutes les structures que je vous ai présentées tout à l'heure, donc les acrotères, ce genre de choses. Je vous l'ai dit, les noctules sont des espèces très sociales et très bruyantes, donc c'est généralement, en tout cas, il y a assez régulièrement des plaintes, en tout cas des signalements auprès des associations d'une problématique de cohabitation, donc ça permet aussi de détecter les noctules plus facilement. Dans le cas des noctules de l'Ester, je vous ai parlé tout à l'heure d'un groupe de noctules de l'Ester sur un chien assis. Donc, ce n'était pas un bâtiment collectif, mais pour autant, les habitants étaient clairement au courant qu'il y avait des noctules chez eux. Donc, généralement, voilà, les usagers en fait, sont au courant de la présence de ces chauves-souris. Donc voilà, on peut mettre en place donc, des affûts à la suite de ces recherches d'indices si elles ont été plutôt fructueuses. Pour autant, les affûts, ça peut être assez variable. Ce qu'on disait, c'est que les noctules, elles peuvent changer de gîte assez rapidement. Donc les affûts, ça peut être assez décevant comme très concluant. Puis aussi, avant de mettre en place des affûts qui peuvent être assez énergivores et très chronophages et demander beaucoup de personnes, on peut aussi avoir recours à la photodétecteur acoustique. J'ai parlé très peu d'acoustique parce que ce n'est pas le domaine que je maîtrise le plus et puis il y a énormément d'informations qui existent sur le sujet. Mais avec les détecteurs, ça permet aussi d'avoir une idée des chauves-souris qui sont dans le secteur et donc de savoir si on a des noctules, notamment en début de soirée. Je vous ai présenté tout à l'heure la période d'émergence. Si on a des contacts à ces périodes-là, ça peut quand même laisser entendre qu'il y a des noctules dans le secteur. Et puis, on peut procéder à l'écoute des cris sociaux. Donc, je vous ferai écouter tout à l'heure les cris sociaux et je vous parlerai un petit peu plus du protocole qui a été mis en place en Brenne, qui était basé en fait uniquement sur de la recherche de noctules à l'aide des cris sociaux. On les entend là, parce que les acrotères, il y a combien d'étages? 1, 2, 3, 4 étages. Moi, je suis un peu sûre. Je ne suis pas sûre de les entendre. La question, c'était de savoir si on les entendait bien.
Pour le coup, personnellement, quand j'ai fait les suivis à Bourges, donc, les gîtes étaient utilisés par les noctules, il y avait globalement en période estivale une noctule par gîte, donc on n'était pas non plus sur des densités folles. Et sans être arrivé au pied du bâtiment, je les entends bien. Donc les habitants là qui sont ici, clairement, eux, ils savent qu'il y a des noctules. Ou alors ils sont sourds, mais pour le coup, c'est vraiment des espèces très bruyantes. Donc voilà. Et donc pour résumer, on commence par rechercher les milieux favorables. Donc les bâtiments, comme je vous ai présenté tout à l'heure, quand je vous ai montré juste avant ce type de bâtiment et puis les éléments qui ont été montrés. Donc les alignements d'arbres, donc en lisière, dans les boisements de pente, et puis les platanes globalement, et tout ce qui va être à proximité des zones humides, puisque il y a aussi ce qui revient aussi beaucoup dans la bibliographie, c'est que les gîtes sont vraiment très proches généralement des zones humides. Je vous ai montré tout à l'heure la Trouée verte dans le Cher. En fait, il y a un cours d'eau qui passe juste à côté de la Trouée verte. Donc, on peut mettre en place en fait directement le protocole de recherche des cris sociaux. Mais pour autant, ça peut être en fait assez aléatoire et ça va dépendre vraiment des régions et des densités de population. C'est-à-dire que rechercher directement les décrets sociaux en se promenant dans les secteurs favorables, ça va dans les endroits où il y a beaucoup de noctules. Je pense qu'en région centre, c'est tout à fait jouable et c'est ce qui a été mis en place, c'est assez fructueux. En Picardie, par exemple, quand je vois les contacts qu'on a actuellement, c'est assez peu favorable de rechercher comme ça de manière ciblée les secteurs favorables. Donc, ce qui peut être mis en place dans un premier temps, ça peut être de faire de la recherche acoustique, donc soit en passif, soit en maillage et en quadrillant toute une zone pour savoir globalement où sont les noctules et où est-ce qu'elles arrivent, où est-ce qu'elles sortent. On peut aussi tracer les flux en remontant donc les zones de chasse. Ce que je vous disais, c'est que les noctules, elles ont des vols directs. Donc, on les voit assez bien en fait le soir, notamment aussi parce qu'elles sortent assez tôt dans la soirée. En fait, on voit ces grosses bêtes qui s'envolent et qui vont, par exemple, souvent assez rapidement au niveau des zones humides, au niveau des étangs. Donc, ça peut permettre en fait de rechercher des trajectoires de vol. Je sais qu'en Bretagne, ils avaient procédé comme ça avec différentes équipes sur un même territoire. Et puis, avec un détecteur et aussi à vue, le fait de rechercher les noctules et la première équipe qui avait le premier contact sur une même soirée pouvait savoir que le gîte de noctule, il était plutôt dans tel ou tel secteur. En Corse, c'est ce qu'ils ont fait sur la grande noctule. Oui. Moins invasif comme recherche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, là, on parle de recherche de gîte avec des méthodes qui sont plutôt douces. Il y a d'autres techniques qui consistent à mettre en place des émetteurs. Bon, c'est assez invasif. Et en plus, ce qui revient assez souvent pour les noctules, c'est qu'on ne les attrape pas facilement. En fait, c'est des espèces de haut vol. Je me rappelle que lors du plan régional, de la réunion du plan régional d'action en région centre, un chiroptérologue qui faisait de la capture régulièrement, il disait qu'il avait attrapé une fois une noctule en 20 ou 30 ans de carrière. Donc, c'est pas évident de mettre en place de la capture. Et donc voilà, une fois qu'on a globalement une idée des secteurs qui peuvent être utilisés par les noctules, on va rechercher les cris sociaux. Donc ça, c'est le protocole qui a été présenté par Indre Nature et Fonds de conservation en région centre lors de la réunion pour le plan régional d'action. C'est aussi une méthode qui a été mise en place à Bourges pour rechercher les noctules assez facilement. C'est une méthode qui a l'air de fonctionner. Ce qui a l'air d'être idéal, c'est donc de les chercher 2 heures avant le coucher du soleil. Et la période idéale, là où en fait elles font le plus de bruit, c'est la période de juin-juillet. Voilà. Comment? La mise bas, c'est quoi? Donc, en fait, juin-juillet, c'est là où il y a toutes les femelles et où elles mettent bas, donc c'est là où elles font le plus de bruit. Oui. Alors, je vais vous passer un peu les cris sociaux. Alors, donc ça, c'est dans l'audible. Mais la question, c'est de savoir à quelle fréquence c'était. Donc ça, c'est dans l'audible. Même si on voit que le micro sature un petit peu, j'avoue que c'est des séquences en fait que j'avais. Ok, je vais le remettre. C'était des séquences en fait que j'avais fait pendant mon suivi de stage et je ne pensais pas du tout que ces vidéos et donc ces sons serviraient après à sensibiliser des personnes sur la recherche de cris sociaux. Mais donc voilà, c'est dans l'audible.
Après, on peut aussi utiliser un détecteur en se mettant sur des fréquences d'environ 10 kHz. On peut aussi détecter les cris sociaux parce que c'est vrai que la recherche de cris sociaux des noctules, c'est des fréquences en fait, qu'on va perdre assez rapidement au fur et à mesure que le temps passe. C'est des fréquences qu'on entend un peu moins. Donc, on peut aussi utiliser des détecteurs. C'est ça. Je vais remonter ça. Il y en a d'autres après. Non, c'est la deuxième. De toute façon, ça va écrit sur ce kilo au final. Alors, apparemment, donc c'est discret, les tac-tac que vous entendez, ce sont des cris, le microphone aura du mal à les capter, il doit considérer que ce sont des parasites. Et quelqu'un a dit qu'il les entendait. Okay. Quelqu'un qui connaît. Est-ce qu'il est possible d'avoir le lien Internet des sons? Alors, il n'y a pas de lien Internet des sons, mais oui, je vais pouvoir les diffuser pour que chacun puisse les écouter. Et il y a quelqu'un qui les entend vraiment bien. Ok. Bon, bah, c'est ce que je vous disais, au fur et à mesure que le temps passe, on entend moins les cris sociaux. Non, dans ce moment-là, on peut afficher. Oui, j'enverrai le fichier. J'ai aucun intérêt à garder ces cris sociaux que pour moi. Non, mais vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peur de ne pas entendre les cris sociaux. Vous voyez, ils sont loin, mais là, quand même. J'ai fait un coup de main. Non, du tout. Alors, si c'est caractéristique en fait, avec un peu d'entraînement, on peut plus ou moins déterminer les espèces. Globalement, les résultats là-dessus, en Brenne, depuis 2019, ils ont trouvé 21 gîtes arboricoles avec ce protocole. Et ils n'ont pas trouvé que de la noctule. En fait, on peut trouver d'autres espèces. Alors, ils ont trouvé, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si Florent Biret. Donc, il y avait pipistrelle, sérotine, myotis, donc ils devaient réidentifier l'espèce. Et je crois que c'est tout globalement. Donc, mais avec un peu d'expérience, en fait, on peut savoir déterminer les flux sociaux et on peut faire la distinction. Ces enregistrements, ils ont été faits à quelle période de l'année? Et est-ce qu'en fonction de la période de l'année, les flux sociaux changent, notamment les flux sociaux de Swarming? Alors, ça, c'est pas la période de Swarming, c'est ta question, c'est pendant la période estivale. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont été tournés, mais globalement, c'est entre le mois de mai et le mois de août. Et donc, en fonction, est-ce qu'ils ont plusieurs types de flux sociaux en fonction de la période? Alors, donc la question, c'est de savoir s'il y avait plus de cris sociaux pour ceux qui, enfin, s'il y avait différents types de cris sociaux et si les cris sociaux variaient en fonction de la période de l'année. Donc, en fait, oui, effectivement, les noctules communes, elles ont tout un tas de cris sociaux. Donc, ça varie certainement au cours de l'année. Moi, je n'ai pas entendu pendant toute la période où j'ai fait le suivi de différence au niveau des cris sociaux. Après, moi, j'ai fait mon inventaire pendant toute la période où il n'y avait pas de femelles et où il n'y avait que des mâles. Donc voilà. Et est-ce qu'il y avait une différence entre en milieu bâti et en milieu arboré? Je ne me souviens pas d'avoir fait une différence. En tout cas, pour avoir entendu dans un premier temps les cris sociaux en milieu bâti, lorsque je suis arrivée au pied des platanes, je reconnais tout de suite où était la noctule. En tout cas, s'il y avait une différence, elle n'était pas fondamentale et pas sur des grosses variations.
Après, voilà, je vous dis, en fait, il y a toute une large gamme de crypto-sociaux. Donc, l'idée, c'est d'avoir le type de son qu'on peut entendre. Et après, ça permet de savoir plus ou moins ce qu'on entend. Après, effectivement, à partir du moment où vous détectez des cris sociaux, ce qui va être intéressant, c'est de compléter soit par un appui, soit par un contrôle direct de la qualité ou du bâtiment, pour savoir sur quelle espèce on est. Et puis, en fait, on peut aussi avoir plusieurs espèces et plusieurs surprises. Donc, l'intérêt, c'est de faire une sortie de suite ou de mettre en place un endoscope ou une caméra parce qu'il y a des espèces qui peuvent passer inaperçues ou par acoustique. Un indice pour trouver des sites et les confirmer. Oui. Je les ai tous passés. C'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on disait, en fait, c'est qu'effectivement, après, une fois qu'on a trouvé un gîte qui était occupé, il va falloir déterminer le statut donc, du groupe. Donc, le retour d'expérience de Florent Villard en Brenne, ça va être que, assez logiquement, en fait, lorsqu'il y a des femelles et potentiellement des jeunes, on a un bruit de fond en fait, qui reste dans la cavité une fois que les femelles se sont envolées, alors que les mâles, même s'ils ne quittent pas toujours leur gîte, une fois qu'ils se sont envolés, il n'y a plus de bruit. Et pour avoir fait des suivis en milieu donc, sur des gîtes arboricoles de mâles, effectivement, une fois qu'ils sont partis, il n'y a plus de bruit dans la cavité. Et puis, on peut aussi, donc, ce que je vous disais, faire une vérification visuelle directement au niveau de la cavité, où on peut procéder à une analyse du guano. Voilà. Et donc, effectivement, l'intérêt, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a des regroupements plus spécifiques, donc c'est important de vérifier directement au niveau des cavités. Donc, voilà, donc, ce que je vous disais, c'est qu'en Brenne, ils ont trouvé 21 gîtes. Ça, c'est donc, je vous ai mis en fait les photos de la caméra qui est produite par Florent Billard, donc comme conservation, et qui a permis en fait de regarder directement dans les gîtes de Noctul, voir ce qui se passait. Là, vous avez une photo de l'écran de son dispositif. Je vais passer cette vidéo. Je vais laisser le son avant. Je vous passe le début, histoire de ne pas avoir trop le tournis. Bon, alors, je vous préviens, les cavités de Noctul ne sont pas les cavités les plus fortes. Oui, mais tu vas voir la tête de la cavité. C'est-à-dire qu'en fait, l'humidité, à mon avis, elle est au sein de la cavité, elle est liée au groupe de Noctul qui est relativement important. Alors, je vous laisse regarder en détail. Et ceux qui ont déjà l'information, ils ne le disent pas, mais donc effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y a des neurones de Banton au fond. Voilà. Là, on a un neurone de Banton qui montre sa tête. Mais la question, c'est de savoir si là, c'était un jeune qui tête. C'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt un groupe assez dissipé. Mais peut-être. Effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une différence de coloris entre les jeunes et les femelles. Mais là, je ne pourrais pas dire si c'est lié à la caméra ou si c'est vraiment une vraie différence de coloris entre les pelages des jeunes et des femelles. Ce que j'ai vu, c'est de voir que ça dure longtemps. Il n'y a pas d'affolement des bêtes. Alors, quand même une caméra dans le gîte. Ce que disait Sophie, c'est que c'est assez intéressant parce que même s'il y a une caméra donc, qui est introduite délicatement dans le gîte, il n'y a pas d'affolement des bêtes. Donc là, on est en lumière blanche. Et c'est vrai que moi, j'ai fait le même constat lorsque je faisais les suivis de gîtes, en fait, les gîtes artificiels. Parfois, on a eu recours justement à l'utilisation d'un endoscope parce que ce que je vous disais, c'est que les mâles, ils ne sortent pas forcément des gîtes. Donc, on a été obligé d'utiliser d'autres méthodes pour contrôler la présence ou non de chauves-souris dans les gîtes. Et quand j'ai utilisé un endoscope
en lumière blanche, alors avec une lumière qui n'était pas très forte. Il ne s'est pas passé, enfin voilà, il n'y a pas eu d'affolement. La bête a fait sa vie, elle a fait sa toilette. Et donc, effectivement, ils ont l'air de plutôt tolérer ce genre de dispositif. Et ça, ce serait hyper intéressant à montrer dans la formation pour montrer un petit peu la quête d'unicalité, le nombre de bêtes que tu peux trouver à l'intérieur, que les gens se rendent compte. Enfin, je trouve ça hyper parlant. C'est pour ça que je vous présente les vidéos aussi pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je veux dire, des personnes qui vont ensuite être impliquées, par exemple, dans l'abattage d'arbres, qui ne se rendent pas bien compte de qu'est-ce qu'un arbre gîte. C'est pas juste une bestiole que tu vas retrouver. Là, c'est vraiment un groupe. Et s'ils abattent l'arbre, c'est tout ça qui tombe. Et ça, je pense que ce serait intéressant, en tout cas, de faire des formations. Si ça Ce qui était dit dans la salle, je ne suis pas sûre que tout le monde entende, c'était le fait que ces vidéos étaient vraiment intéressantes et que ça permettait d'être un bon support de sensibilisation, notamment pour les élagueurs ou pour les personnes qui vont intervenir auprès des gîtes du nocturne. Et oui, c'est un bon support. Après, voilà, ces vidéos, c'est vraiment nouveau. C'est vraiment Florent qui a mis en place tout ça et qui a développé cette caméra qui permet d'avoir des images qui sont vraiment qualitatives en dérangeant très peu les bêtes. Avant, on n'était pas capable de faire ça. Parce que du coup, c'est une caméra qui est un petit peu spécifique et qui permet d'avoir un recul sur la cavité. Comparativement à un endoscope, en fait, l'endoscope, il va pouvoir faire une mise au point sur un élément très rapproché. Donc, en mettant l'endoscope sur la tête de la noctule, on la verra peut-être, mais voilà, une caméra spécifique, c'était nécessaire pour pouvoir voir correctement dans les gîtes. Il y a 2 questions sur le chat, je peux en profiter. Oui, après, on a presque... Oui, d'accord. Et donc, je vous avais dit que je vous mettrais la vidéo de l'affût. Donc c'est l'arbre qui a été plus ou moins, je ne sais pas trop comment appeler ça, ressoudé. Ouais. J'ai l'impression. Ça, c'est la noctule commune. Après, j'avoue que je n'ai pas d'éléments sur la vidéo. Elle est disponible sur YouTube d'ailleurs, par le bureau d'études qui avait mis en place tout ça. Oui, ça permet de vraiment voir. Voilà. Je vous dis que c'est des bêtes qui ne sont pas très habiles et c'est des bêtes certes très puissantes, mais il leur faut un espace en fait pour pouvoir s'envoler et prendre de la hauteur. Il y a du monde, regarde. Il y a quelqu'un qui veut demander si c'est... Ok. Non. Tu galères à trouver un site, mais ça, quand tu l'as, tu ne l'as plus, quoi. Oui, ce qui est en train d'être dit, c'est qu'effectivement, les sorties de gîtes de noctule, c'est assez rapproché. Et que globalement, pareil, quand j'ai pu faire dans la trouée verte, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir correctement le gîte. Et effectivement, une fois que le lot de noctule est sorti, en 10-15 minutes, la dizaine de noctules était sortie et après, il n'y a plus personne qui sort. Donc, c'est une sortie de gîte qui est assez condensée. Ouais. Ça met peut-être 1 heure parce que c'est elles qui choisissent le moment de la soirée où elles vont sortir. Mais dès que ça commence à sortir, après, ça ne dure pas très longtemps. La question infrarouge ou pas, c'est une bonne question, je n'ai pas l'information. Alors, en fait, donc c'est cette association-là qui avait fait le retour d'expérience et après, c'est un bureau d'études en fait, qui avait fait des caméras et des studios. Pour information, le gîte, il a été utilisé, alors si je ne dis pas de bêtises, pendant 1 ou 2 années, mais après, il a été abandonné. Voilà, donc merci de votre attention. Pour vous montrer que les gîtes artificiels fonctionnent correctement dans les ITE. Bien placé entre les fenêtres. C'est ça, donc ce qui est en train d'être dit dans la salle, c'est qu'effectivement, il est bien placé entre les fenêtres.
as parlé de l'accueil positif des locataires, mais le bailleur, il y a eu besoin de beaucoup de... Alors, la question, c'est que effectivement le dispositif des gîtes artificiels a été correctement reçu par les usagers. C'était de savoir ce qu'il en était pour le bailleur. Alors, le bailleur, c'est, pour ne pas le citer, c'est Val-de-Berry, donc dans le Cher, et c'est un bailleur qui est assez engagé dans la préservation des chauves-souris. Et donc, en fait, ils ont même été plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils ont, en fonction des diagnostics en fait, que le muséum fait sur les bâtiments qui vont être rénovés, ils installent en fait des gîtes artificiels, même sur des maisons individuelles. Donc, c'est les gîtes qui sont réduits pour les pipistrelles. Donc, en fait, pour eux, il n'y a pas de souci parce qu'ils ont une volonté d'installer ces gîtes. La seule difficulté qu'il y a eu au départ, c'est le travail avec les architectes pour dire, bon, bah, au niveau pont thermique, voilà, c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Au niveau des garanties décennales, comment on fait? Mais une fois que les éléments ont été trouvés, que les éléments ont été apportés en matière de pont thermique sur le fait que voilà, ça n'était pas en péril l'isolation globale du bâtiment, ben, en fait, il n'y a plus de souci et ça se passe très bien. Pour la petite anecdote, je me rappelle que Val-de-Berry, ils ont refait la devanture de leurs locaux l'an dernier et qu'ils ont installé, qu'ils ont fait une petite image de chauve-souris dans le haut de leur rivage. Donc, moi, je crois que ça leur tient vraiment à cœur. Et pourquoi ça fonctionne aussi? Parce que nous, c'est en train d'être mis en place avec un bailleur dans l'Aisne. C'est une proposition qui a été faite en 2020. Et là, le chantier a démarré, donc les premiers gîtes vont être installés. Je crois que tu peux recommencer ton explication. Et dans l'Aisne, on a le même type de gîte. Quand le muséum de Bourges a dit « ça y est, nos gîtes artificiels fonctionnent », bah, il s'est trouvé que du coup, nous, on a intervenu sur un chantier où voilà, on avait des gîtes Akiro. Donc, tout de suite, on a présenté la solution. Et quand on présente à un bailleur, tenez, regardez, on a une solution qui fonctionne et c'est simple à mettre en place, ils nous disent OK. Et c'est OK aussi parce qu'on était au tout début du projet. Donc là, fin 2020, aujourd'hui, on est en avril 2022, les premiers gîtes vont être installés. On ne les a pas pris de court et tout le monde a pu s'approprier le sujet et a bien intégré cette installation. Donc, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. On montre qu'ailleurs ça marche et on l'anticipe. Du coup, il y avait des questions sur le chat. Alors, est-ce que l'effet de l'insularité d'une zone peut avoir un effet sur les noctules, cris sociaux ou périodes d'hibernation ou de reproduction? Alors, la question sur l'insularité, c'est plutôt le côté isolement en fait, d'un patch d'habitat, j'imagine. Parce que sinon, si la personne veut prendre la parole, est-ce que c'est bien ça? C'est une question sur les îles vraiment ou sur l'isolement de certains habitants? Il faut juste pour préciser la question. Oui. Vous pouvez activer votre micro éventuellement pour préciser. Excusez-moi, je suis sur Alors bonjour tout le monde. Pour l'insularité, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est l'isolement d'une zone. Merci. D'accord. Donc, faut savoir si en fait il va y avoir, oui, j'imagine plus ou moins des sous-populations, j'imagine que c'est ça la question. J'avoue que je n'ai pas la réponse, pas assez d'études sur les noctules là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des espèces qui, voilà, bon, je vous ai dit, elles ont des déplacements pour la noctule, enfin, pour les deux espèces de noctules, une dizaine de kilomètres autour de leur gîte, mais c'est des espèces migratrices avec des retours sur les sites d'hibernation, donc retour en France par exemple pour l'hibernation, ce qui permet d'avoir un brassage génétique et des populations assez importantes. Donc je pense que non, en fait, donc, globalement, vu leur capacité de déplacement, je pense qu'il y a un brassage suffisant et puis il n'y a pas de. Je ne pense pas qu'il y ait des différences. Je ne sais pas si j'ai été très claire. D'accord, merci beaucoup. Après, il y a une question sur la profondeur des gîtes arboricoles. Est-ce qu'il y a besoin que les gîtes soient profonds? Alors, c'est vrai que j'ai pas mis le schéma sur les gîtes de Pologne, donc sur la forêt, encore une fois sur la forêt primaire.
Non, effectivement, les gîtes n'étaient pas très profonds de mémoire. C'était 15 cm à peu près de profondeur à partir du bas de la loge. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que généralement, il y avait une remontée, en fait, c'est la partie supérieure du gîte qui était assez intéressante. Et en fait, ce n'était pas spécialement une question de profondeur. En tout cas, ce n'était pas significatif dans les résultats. Ce qui était significatif, c'était la distance entre l'entrée du gîte et le fond de la loge. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt une distance qu'ils appelaient la distance anti-prédateur. En fait. Donc, c'était plutôt pour une question de protection plutôt qu'une question de profondeur. Après, la profondeur, vous avez vu sur les vidéos, les molécules, elles ont tendance à salir leur gîte assez rapidement, donc ça va plutôt, à mon avis, jouer sur la pérennité du gîte, la profondeur, mais elles sont en fait assez rarement dans la partie basse. Donc, quand j'avais fait un suivi en montant sur un platane de la trouée verte, elles étaient effectivement dans la partie à hauteur de l'entrée de gîte, et plutôt dans la partie supérieure, mais il n'y avait pas d'individu sur la partie basse. Ensuite, est-ce que les colonies arboricoles sont très sensibles à une présence et au bruit extérieur? Là, tout de suite, on a encore assez peu d'expérience, mais ce qui a été vu sur les vidéos, c'est que globalement, quand on installe la caméra, par exemple, en faisant attention, on n'a pas eu trop de problèmes particuliers. Pour la sensibilité, non, ce pas des espèces très sensibles. À Bourges, elles sont dans la trouée verte où il y a des événements qui sont parfois organisés. Donc là-dessus, elles ont l'air assez tolérantes. Pour la noctule de Lessler, j'en suis un peu moins certaine. Je sais pas, instinctivement, j'aurais tendance à dire qu'elle est plus sensible, mais je n'ai pas de retour là-dessus. En tout cas, quand il y a des travaux d'aménagement sur, par exemple, je vous parlais du chien assis dans le Cher, elle réutilise le gîte et elle revient. Il peut y avoir un dérangement qui va être ponctuel, mais généralement, après, elle réutilise le gîte. Une question, est-ce que la recherche de noctules en gîte arboricole par caméra thermique a déjà été testée ou est-ce que vous pensez que cela pourrait être faisable? Franchement, en fait, la difficulté, c'est qu'elles vont être vraiment sur des parties des arbres qui vont être hautes. Et donc, même si elles ont besoin d'avoir un espace qui est dégagé, c'est quand même assez rare, en tout cas au printemps, de pouvoir avoir une vision qui est correcte. Après, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer et faire un retour d'expérience là-dessus, mais je pense que c'est quand même assez délicat. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, généralement, on les retrouve, en tout cas en milieu bâti, les noctules communes, elles étaient à partir de 7 mètres de haut en général. Donc c'est quand même un peu délicat pour manier la caméra thermique. Et puis c'est surtout que en Picardie, on a aussi lancé la recherche de gîtes de noctules avec un collègue que vous ne verrez pas qui est là-bas, Antoine. Et du coup, ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, elles sortent très rapidement et que même si on regarde en direction et qu'on voit qu'elles viennent d'une direction très rapidement, c'est quand même assez difficile de localiser très précisément d'où elles viennent. Donc, avec une caméra thermique, ça peut donner une idée, mais je pense que c'est quand même assez délicat. Une caméra thermique, on espère en fait voir un amas dans une toiture, à travers un arbre, mais il y a tous les problèmes de différence de température avec l'extérieur. Oui. Et là-dessus, c'est vrai que c'est... Si on pouvait, comme ce qu'on voit quand il y a des diags thermiques sur des maisons, hop, passoire thermique, on regarde la maison avec la caméra, passoire thermique, ah bah là, il y a un amas de chauve-souris, mais c'est pas si simple. Et il y avait Loïc qui précisait la recherche à la thermique est chronophage. À mon avis, il faut déjà avoir ciblé un secteur avant de vouloir déployer cette technique. Mais effectivement, ça fonctionne bien au petit matin. Oui, c'est ça ce qu'on disait, c'est que effectivement, le problème pour la thermie, ça va être d'avoir des contrastes avec l'extérieur. Effectivement, peut-être le matin davantage. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que donc, en arboricole, en tout cas, quand elle cible le haut des arbres, et généralement, c'est même plutôt proche du tronc où en fait, il y a une diffusion de la chaleur qui est importante. Donc, ce qui avait été fait, c'est que les parties des arbres avaient été regardées à la caméra thermique et en fait, il y avait un contraste qui était important entre le bas des arbres et le haut des arbres. Le haut des arbres était plus chaud. Donc, je pense que ça rend assez difficile le contraste thermique avec les notules. Et en plus, se mettre en activité, ce n'est pas des animaux qui sont connus pour être hyper chauds. On peut les voir en caméra thermique, mais c'est pas... c'est pas un gros mammifère, quoi. Il donne les références du matériel, parce que nous, on avait testé des choses comme ça avec les caméras thermiques, et c'est vrai que
ça a été plus compliqué que ce qu'on pensait. Ouais, mais il y a longtemps, on avait du matériel un peu trouvé. Ouais, ça serait bien d'avoir partager les nouvelles références les matérielles. nouveaux matériels utilisés en caméra thermique. Ça marche, Louis? Oui. Après une question de Valérie Thomas, quel est l'impact des nuisances lumineuses par rapport aux différents points de lumière dans les bâtiments? C'est une bonne question. Là encore, ça a été assez peu étudié. En tout cas, quand on implante des gîtes, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on essaie de revoir effectivement l'éclairage du site. C'est-à-dire que, par exemple, sur Bourges et aussi beaucoup en Picardie, quand on a installé des gîtes artificiels, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de ne pas installer les gîtes au niveau des points d'éclairage pour éviter d'avoir un éclairage direct, parce que c'est vrai qu'on a assez peu de retours sur l'impact de la pollution lumineuse sur ces espèces. Donc, du coup, principe de précaution, on fait attention. Pour information, à Bourges, il y avait un gîte qui était utilisé assez fréquemment par les noctules, donc un gîte artificiel, encore une fois. Et l'IUT avait quand même avait installé en fait, un lampadaire juste en face, donc qui était dirigé vers le bas et il était plus bas que le gîte. Et il y a eu des travaux sur ce lampadaire et il est passé en lumière blanche totale, donc une LED qui était quand même très puissante. Le gîte était toujours utilisé par les chauves-souris. Après, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas un dérangement. Ça veut pas forcément dire, parce qu'il y a une pollution lumineuse, que les bêtes ne vont pas utiliser un gîte, mais par contre, ça peut les gêner dans leur entrée en activité et donc avoir des impacts négatifs sur la prise de masse, sur l'alimentation. Donc, ça peut être gênant quand même. Oui. Il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait une vue en coupe du gîte en façade, mais j'imagine que il y a les plans. Ouais, il y a les plans. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail pour que j'envoie le document avec les plans sur les gîtes artificiels. Je ne l'ai pas précisé, mais donc du coup, là, je vous ai parlé de gîtes artificiels pour les noctules et pour les pipistrelles. En fait, il y a la possibilité aussi d'avoir un gîte hybride, où on va avoir un espace pour les noctules et pour les pipistrelles, avec simplement en fait, un espace qui est prévu pour les pipistrelles dans le gîte et qui va être plus réduit, et qui permettra aux pipistrelles d'utiliser cette partie-là et aux noctules d'être plutôt cantonnés d'un autre côté. Et enfin, il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris pourquoi l'arbre reconstitué a été installé, si c'était une mesure compensatoire, cette gîte artificielle. C'était vraiment une mesure compensatoire dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont abattu cet arbre, ils se sont rendus compte qu'il était utilisé, et du coup, voilà, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc ils ont mis en place cette mesure. Mais voilà, encore une fois, ça a permis temporairement de reloger les noctules, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, elles ont quitté le gîte, et après, il n'y a plus de suivi. Mais ce qui est quand même très probable, parce que les noctules communes ont quand même tendance à préférer les arbres vivants, c'est qu'une fois coupée, la cavité se détériore et que du coup, elle est utilisable pendant quelques années, mais en fait, après, elle perd de son intérêt. Donc, ça peut être temporairement intéressant, mais c'est quand même loin d'être idéal. C'est une mesure d'urgence, c'est ça. C'est pas une compensation pérenne, c'est sûr. Le timing parfait. Alors, ouais. On dit qu'il est 4 heures. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que, alors je vous ferai passer un petit questionnaire dans les prochains jours et si vous pouvez y répondre, je vous en ferai reconnaissance. Mais est-ce que globalement ça vous a aidé? Est-ce que ça a permis d'apporter des éléments Et voilà, la question qui allait venir, c'est est-ce que certains d'entre vous, du coup, envisagent de se mettre à la recherche de gîtes de noctules? Ou certains le font peut-être déjà, et est-ce que du coup, cette présentation vous permettra de le faire plus facilement? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour, alors je suis une chiroptacologue de la région PACA. Et du coup, on travaille dans un bureau d'études. Et donc, du coup, merci pour toutes vos informations. C'est très intéressant. Et donc, pour vous répondre par rapport à ce que vous disiez, on va en fait acquérir une caméra thermique pour un projet qui n'a rien à voir par rapport à une grotte, un suivi comportemental en fait sur une grille de pose APPB. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un arrêté préfectoral de protection de biotope
Et du coup, cette caméra, justement, sachant qu'on l'aura juste spécifiquement pour ce projet, après, nous, on l'aura définitivement. Du coup, je me disais, justement, est-ce qu'on pourrait l'utiliser, du coup, a priori, c'est tout à fait adaptable pour la recherche d'arbres-gîtes potentiels, sur du moins tôt le matin. C'est ça, ça serait Voilà, plutôt... c'est ça. Effectivement, c'est possible qu'en matinale, ce soit plus Voilà, on voit les dégagements de chaleur. C'est vrai qu'une fois que les températures extérieures ont diminué, en fait, c'est certainement plus efficace. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié d'en parler, mais en fait, je vous ai parlé préférentiellement de sortie de gîte, mais effectivement, il y a des matinales qui peuvent être faites dans le graphique que j'ai montré tout à l'heure au niveau des émergences et des rentrées dans les gîtes. On peut aussi avoir recours à des matinales. Et en tout cas, en Picardie, ce qui avait quand même pas mal fonctionné pour trouver les gîtes au niveau des sorties de gîtes, c'était pas très efficace. Et au niveau des matinales, les notules signalaient davantage les entrées de gîtes. D'accord, ok. Elle signalait par les cristaux sociaux. C'est ça que... Non, alors non, pour le coup, c'était les trajectoires qui étaient plus facilement visibles. D'accord. Elle rentrait, du coup, vol direct, elle rentrait directement dans les arbres. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un comportement où elle tourne un petit peu autour des arbres avant de rentrer. D'accord. Ok. On avait affaire à des groupes, avec des équipes. Merci pour les informations. Du coup, en sortie de gîte, on perdait les contacts très rapidement. Alors, l'information qui vient d'être donnée dans la salle, c'est qu'en fait, c'était des gîtes en fait, qui hébergeaient très peu d'individus, 1 à 2 individus. Et donc, du coup, en sortie de gîte, c'était pas efficace, puisqu'en fait, tout de suite, les signaux et la localisation des bêtes étaient perdus. C'est pour ça que les matinales étaient plus efficaces. Ok, merci beaucoup. Ok. Avec Alice, notamment des devants, qui précise qu'elle est en stage à la LPOP de la Loire, qui est en train de monter un programme sur la nocturne commune. Donc, ils vont se mettre sérieusement à la recherche de gîtes sous peu. Ok. Ben, c'est la présentation dont je vais parler qui est en début de... C'est le capitaine. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord. Okay. On a déjà la connaissance du protocole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je suis Alexandra Kratz-Stedry et je suis en stage au groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Déjà, je voulais vous remercier pour cette formation qui va nous être très utile parce qu'on va lancer un suivi participatif sur les noctules, justement. Et donc, l'idée, ce sera surtout de réaliser des points d'écoute, mais on aimerait aussi essayer de repérer de nouveaux gîtes en suivant les flux d'individus. Donc, merci beaucoup pour cette formation. D'accord. Bien, merci et je suis curieuse de voir ce que vont donner toutes ces initiatives qui se mettent en place et j'espère qu'on pourra avancer sur la recherche de noctules et sur leur préservation surtout. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui demande où peut-on signaler les gîtes trouvés. Alors effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a donc une base de données qui est en train d'être... il y a une base de données sur les arbres-gîtes. Je n'ai pas le lien là, je pourrais le refaire circuler. C'est sous la forme d'un Google Form où on peut remplir les caractéristiques des arbres-gîtes. Et ça permet de les signaler. Après, sur la plupart des bases de données, c'est intéressant d'inscrire aussi les données. D'ailleurs, le retour qui nous a été fait aux rencontres nationales chauves-souris sur cette base de données, c'est que la plupart du temps, il manque les espèces d'arbres. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous trouvez des gîtes, à remplir une fiche arbre-gîte pour avoir vraiment les caractéristiques. Puisque, en fait, trouver le gîte, c'est bien, mais avoir des caractéristiques qui puissent faire avancer les connaissances, c'est tout aussi intéressant. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est le bon. D'autres questions? J'ai pris cette conférence en cours de route, mais est-ce que votre document support visible à l'écran sera trouvable quelque part? Oui, alors, je me suis permis de dire sur le chat qu'on pourra rediffuser. Ok. Du coup, on va rediffuser mon PowerPoint. Et pour la vidéo, on verra comment on peut la diffuser. Il faut aussi que je vois avec les personnes qui m'ont prêté un certain nombre de supports, que je vois avec Florent Billard, notamment, et ses vidéos, s'il est d'accord pour qu'on les diffuse. Mais en tout cas, si c'est possible, on le fera avec plaisir. Et après, une remarque sur le groupe mammalogique breton bosse aussi sur la recherche de gîtes de noctules et ils vont former les puroptérologues de Mayenne pour démarrer des suivis cette année. On croit.
Très bien. Il y a quelqu'un qui a transmis le Google Form. Ah, parfait. Est-ce que vous prévoyez ce type de formation sur d'autres espèces de chauves-souris? On va y réfléchir. On va y réfléchir. Moi, personnellement, je suis plutôt côté noctule. Mais on prend note de la demande. Oui, ben, si c'est bon et s'il n'y a plus d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail, notamment pour les documents et pour, par exemple, les questions sur les gîtes artificiels. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous ferai circuler un petit questionnaire dans les prochains jours pour avoir un petit peu votre retour et savoir s'il y a des choses à améliorer et ce qui pourrait être amélioré. Voilà. Merci à tous. Au revoir.